Voilà, bon, il est 10h06. Je vous propose qu'on démarre et puis ceux qui arrivent maintenant nous rejoindront au fur et à mesure. Vous m'entendez tous bien? C'est bon? Oui. Bon, bah écoutez, en tout cas, si ce n'est pas le cas, vous me le dites. Voilà, je suis ravi de passer cette matinée avec vous, de vous présenter Docos. Je vais vous présenter d'abord le projet Docos, parce que c'est important, voilà, je pense, dans le cadre de ces partages de ressources, en fait, de comprendre d'où ça vient, quel est l'objectif aussi de ces différentes ressources, notamment logicielles. Et puis ensuite, je vous ferai une petite démonstration du logiciel, peut-être quelques minutes. On ne va pas s'étendre sur tout le détail du fonctionnement. Et on prendra peut-être plus de temps pour répondre à vos questions qui seront probablement plus orientées par rapport à vos besoins que si je vous fais une démonstration de plein de choses qui ne vous servent à rien. Le projet Docos, il est parti de deux choses. Tout d'abord, en fait, moi, personnellement, je travaillais en tant que intégrateur et développeur pour ERP Next, qui est un logiciel développé en Inde depuis une quinzaine d'années, qui est un ERP. Donc, c'est vraiment un progiciel en français, un logiciel de gestion d'entreprise complet qui permet voilà, de faire ces logiciels au sein des tiers-lieux, d'ajouter des fonctionnalités qui permettent de faire des réservations de salles, des réservations de coworking, etc. Mais parce que l'idée de base, c'était de se dire, en fait, un tiers-lieu, c'est une entreprise un petit peu comme une autre. Je crois qu'il n'y a pas deux tiers-lieux qui font la même chose. Il y a une diversité en fait, de besoins en termes de gestion qui est assez énorme, un petit peu comme des PME classiques, enfin, voilà, on va dire, en dehors de tiers-lieux. Et donc, peut-être que l'idée, ce serait plutôt de partir d'un logiciel pour faire la gestion du tiers-lieu et puis y ajouter les fonctionnalités qui peuvent lui manquer aujourd'hui. Donc, on a commencé comme ça avec ERP Next et puis de fil en aiguille, moi, je me suis rendu compte que le projet ERP Next avait certaines limites, notamment d'un point de vue réglementaire pour la comptabilité en France. Et donc, j'ai créé ce qu'on appelle un fork, donc une version adaptée en fait à la France de ERP Next qui s'appelle Docos. Ce logiciel, il continue à évoluer en parallèle de ERP Next. Donc, en fait, ce que vous trouvez dans Docos, vous pourrez le trouver dans ERP Next. Je continue à y intégrer la plupart des développements qui sont faits dans ERP Next, qui est quand même aujourd'hui un projet avec... ils sont en train de passer à 80 personnes à temps plein qui travaillent sur le projet. C'est un projet 100% open source. C'est vrai que j'en ai pas parlé spécifiquement, mais donc avec une licence libre. Ce qui veut dire, alors ne pas confondre avec gratuit, mais ça veut dire que le logiciel peut être installé par n'importe qui gratuitement sur son propre serveur. Et quand je dis que ce n'est pas gratuit, c'est-à-dire qu'il faut quand même payer des frais d'hébergement, même si c'est sur votre serveur, il va falloir avoir votre serveur. Il va falloir avoir de la compétence, et ça, c'est pas forcément, ça demande du temps, si ce n'est de l'argent. Et donc, mais à côté de ça, vous n'avez pas besoin de payer pour utiliser le logiciel. Et je pense que c'est ça vraiment la grosse différence avec un logiciel propriétaire, c'est que vous n'avez pas besoin de payer une licence pour avoir le droit juste de l'installer et de l'utiliser. Cette partie-là est gratuite. Et après, pour le reste, eh bien, ça dépend effectivement de vos compétences et de vos ressources. Et donc, ce projet nous permet de récupérer tous les développements qui sont faits ils sont à peu près entre 30 et 40 développeurs à travailler un plein temps sur ERP Next, si je ne me trompe pas. Nous, on peut récupérer ces développements, les intégrer dans Docos. Et en plus de ça, moi, je travaille spécifiquement sur les développements liés aux besoins français et aux besoins notamment de plus en plus des tiers-lieux, puisque Docos n'est pas que pour les tiers-lieux, c'est un logiciel qui sert également pour d'autres types d'entreprises comme des PME, etc. Voilà pour la présentation rapide du projet. Je vous laisserai éventuellement poser vos questions si vous avez des questions spécifiques après la démonstration. Comme ça, on sera peut-être plus efficace sur la gestion du temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter maintenant le logiciel via une démo qui est disponible en ligne à l'adresse tierlieu.docos.io. Donc, vous me dites si vous ne voyez pas mon écran.
ou vous me faites un pouce si jamais vous voyez mon écran. Donc cette démo, elle est accessible à tous. Elle a été construite en collaboration notamment avec l'équipe de la compagnie des tiers-lieux qui a fourni des données, qui a fait un certain nombre de retours pour essayer de l'améliorer. C'est quelque chose qui est toujours en construction. Donc peut-être que là, au cours des 2 jours, on va avoir l'occasion de travailler dessus éventuellement et de rajouter de nouvelles fonctionnalités, enfin en tout cas pas des fonctionnalités, mais des données à l'intérieur de ce qui existe déjà. L'idée étant que vous puissiez voir quelque chose qui ressemble le plus possible au site que vous pourriez avoir pour vous. Voilà, et que vous puissiez voir comment ça fonctionne et vous puissiez éventuellement faire des tests dedans. N'hésitez pas à aller dans cette démo, mettre des données, faire ce que vous voulez. Elle est réinitialisée toutes les nuits, donc voilà, il n'y a pas de problématique particulière. Si jamais vous cassiez entre guillemets quelque chose, ce ne serait pas pour bien longtemps. Le logiciel Docos, c'est un logiciel cloud, donc c'est un logiciel qui va être installé sur un serveur à distance et qui va être accessible via le web. Peu importe votre manière de l'héberger, ce sera toujours le cas. Et donc, vous avez simplement besoin d'y accéder en utilisant une URL comme n'importe quel site web. L'avantage, c'est que quand vous arrivez sur le site, vous avez la possibilité d'avoir un site internet qui est créé devant. Alors, je vais tout de suite répondre aux questions qui viennent très souvent, c'est-à-dire que ce n'est pas un WordPress, ce ne sera pas aussi fourni, avec autant de potentiel qu'un WordPress, et surtout aussi facile d'usage avec un constructeur de pages en glisser-déposer assez facile. Par contre, ça permet quand même de faire un premier site relativement de qualité, pour des tiers-lieux notamment qui n'auraient pas de site web et qui voudraient démarrer assez rapidement. Voilà, en quelques minutes ou en quelques dizaines de minutes, on peut déjà créer un site web avec 1, 2, 3 pages, y exposer ses besoins. Et le gros avantage, c'est que ce site web, il permet de se connecter à deux parties. D'un côté, il permet de se connecter à une partie pour les utilisateurs, donc en l'occurrence les utilisateurs de votre tiers-lieu, donc ça peut être des clients ou alors ça peut même être des fournisseurs si vous voulez utiliser la partie fournisseur. Et donc, ces utilisateurs, donc vous pouvez voir l'interface utilisateur sur la démo en cliquant sur le lien, sur le bouton utilisateur. Ces utilisateurs, ils vont avoir accès à une interface très simplifiée qui leur permet de modifier leurs informations de compte, qui leur permet d'accéder par exemple à leurs factures, si je prends par exemple les factures, qui leur permet de voir les événements à venir. Alors, je ne sais pas si là, on a des événements qui sont disponibles dans la démo, mais on pourra en rajouter au cours des 2 jours et puis vous pourrez voir à quoi ça ressemble. Donc, qui permet d'accéder aux événements, qui permet de s'inscrire éventuellement au poste d'événements. Donc, ça, c'est une fonctionnalité qu'on a rajoutée notamment pour le WIP. Je crois que le WIP est présent avec nous aujourd'hui, qui permet par exemple de donner la possibilité à des bénévoles de venir s'inscrire sur des créneaux différents à l'intérieur d'un même événement. Par exemple, de 18h à 20h, on a besoin de 5 bénévoles, et ils peuvent venir ici, ils viennent s'inscrire à concurrence de 5 bénévoles. On peut également gérer ses réservations. Donc là, c'est pareil, on n'en a pas. Je vais vous montrer après comment on peut réserver les salles de réunion, réserver les espaces de coworking, etc. Voilà. Et puis, on peut également créer ce qu'on appelle donc des portails. On appelle ça des portails dans Docos. Donc, chaque onglet ici est un portail différent. Et par exemple, les documents personnels, c'est un portail qu'on a créé sur mesure. Donc, dans la démo, pour vous montrer ce qu'on peut faire, dans lequel un utilisateur peut venir déposer par exemple, une carte d'identité, un passeport, un permis de conduire, un justificatif de domicile qui sera ajouté automatiquement dans l'interface d'administration pour que vous puissiez avoir les documents qui correspondent en fait aux inscriptions de vos différents utilisateurs. On peut également, donc je vous le disais il y a 2 secondes, faire des réservations. Donc, par exemple, venir réserver une salle de séminaire au 2e étage. Donc là, on peut configurer avec des tarifs différents, des unités de mesure différentes. Et puis, on a un calendrier qui va s'ouvrir et la personne peut venir réserver soit une journée, alors là, on n'a plus de journée disponible, soit une demi-journée au choix dans le calendrier. Voilà. Ça, c'est pour la partie utilisateur. Je vais très vite. Hein. Après, si vous avez des questions, vous pourrez me les poser à la fin, mais parce qu'on n'a pas non plus un temps extensible. Cette partie-là, donc elle est visible uniquement par des gens qui vont avoir des accès restreints. Par contre, vous, en tant qu'administrateur du système dans votre tiers-lieu, vous aurez accès à une interface
d'administration, donc si vous cliquez sur le bouton administrateur, dans laquelle vous allez pouvoir à la fois paramétrer ce qui va être visible par les utilisateurs sur le portail, mais à la fois également faire la gestion complète du tiers-lieu, puisque voilà, ça va être bien plus vaste que de simplement faire des réservations de salles. Alors on a créé donc là ce que je vous montre c'est la version 2 de Docos, qui n'est pas encore officiellement sorti parce qu'il nous manque encore un petit peu de travail à faire sur le point de vente qui a été complètement refait dans ERP Next, qui doit être adapté aux normes françaises et puis qui doit être également adapté au nouveau style d'interface. Donc c'est la seule chose qui manque. Donc ceux qui voudraient éventuellement utiliser le point de vente, il faudrait rester pour le moment sur la version 1. Par contre, tous ceux qui n'utilisent pas le point de vente, donc la caisse, eux peuvent utiliser directement la version 2 de Docos, puisque elle est quasiment terminée. C'est du détail technique, on va dire. Et donc, ici, on a fait ce qu'on appelle un module. Donc, sur le côté, vous avez la liste de tous les modules qui sont disponibles. On a un module qui s'appelle lieu, qui permet de gérer son lieu. Donc, on y a ajouté en fait, tous les éléments qui correspondent en fait, de manière globale à la gestion du lieu uniquement. Ça ne veut pas dire que dedans, vous aurez tout ce qui concerne, par exemple, la facturation, la comptabilité. Ça, ce sera dans des modules séparés, module de vente, module d'achat, module de comptabilité. Alors ici, on ne voit pas tous les modules. Hein. On peut, dans Docos, très facilement cacher ou montrer en fait les modules auxquels on veut donner accès à nos utilisateurs. On a au plus d'une vingtaine de modules à l'origine dans Docos, et donc l'idée, c'est pas non plus de polluer visuellement en fait, l'interface en vous présentant par exemple le module de production que vous n'utiliserez pas. Et donc celui-là, il peut être caché. Si vous voulez voir l'ensemble des modules qui existent, il y a un autre site qui s'appelle demo.docos.cloud, et là, c'est une démo plus généraliste, qui n'est pas du tout orientée tiers-lieu, et qui vous permettra de voir un petit peu eh bien, tous les modules qui sont disponibles. Ça n'empêche que quand vous utilisez Docos pour un tiers-lieu, eh bien, vous avez quand même tous les modules qui sont installés. Donc, si vous avez besoin demain, imaginons que dans votre tiers-lieu, vous avez une microbrasserie et que vous voulez utiliser le module de production, eh bien, vous pouvez simplement, pour votre utilisateur, aller dans vos paramètres et puis aller dans les modules activés et activer le module de production pour pouvoir l'utiliser. Voilà. On est vraiment dans la logique open source, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de n'y a pas de restriction en fait en fonction d'un forfait que vous auriez pris ou d'une licence que vous auriez payée. Vous avez accès à tout le logiciel. Après, évidemment, il y a quand même une logique de nous montrer que ce qui est utile, parce que sinon, c'est comme dans tout logiciel, si on a 15 onglets qui sont ouverts et qu'il y en a 14 qui ne nous servent pas, finalement, on a l'impression que le logiciel est beaucoup plus compliqué qu'il ne l'est en réalité. Donc, à l'intérieur du module de lieu, on va avoir différentes options. On va avoir la possibilité de gérer, par exemple, des abonnements. Donc là, vous pourrez créer un nouvel abonnement. Alors, vous pouvez créer des abonnements au mois, vous pouvez créer des abonnements à la semaine, à la journée ou à l'année pour générer automatiquement en fait, vos factures. Donc, ces abonnements ils vont permettre automatiquement de générer les factures qui correspondent pour chacun de vos clients. Et je vais en parler après, ces abonnements ils peuvent être liés également avec des passerelles de paiement qui permettent d'automatiser le paiement pour qu'en fait, eh bien, toute la gestion soit en grande partie automatisée, en tout cas sur ce qui est récurrent, puisque voilà, il n'y a pas de raison de le faire manuellement tous les mois, de créer une nouvelle facture manuellement, puisqu'on sait que ça va de toute manière être répété. On a également toute une gestion des réservations. Alors, ça, c'est un terme qui revient souvent. Nous, on a ce qu'on appelle des réservations d'articles. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi ça s'appelle réservation d'articles. En fait, dans Docos, on a un élément central qui s'appelle les articles. Les articles, ce sont des prestations ou des produits, du service ou des produits. Et c'est cet élément qui va nous permettre de faire la jonction entre notre usage au sein de nos espaces de location et la facturation. Et donc, on a fait le choix de garder en fait ce terme très générique de réservation d'articles. Pourquoi? Parce que cet article, il peut être à la fois une salle de réunion, ça peut être à la fois un espace de coworking, mais ça peut être également une machine dans un Fab Lab. Donc, vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Donc, si on avait mis une réservation de salle, ça n'aurait pas été suffisamment générique pour correspondre à tous les usages. Encore une fois, dites-vous toujours que je crois que je ne connais pas deux tiers-lieux qui font exactement la même chose. Je crois qu'à chaque fois que j'ai un nouveau tiers-lieu au téléphone, ils me disent, mais nous, on ne fonctionne pas comme ça. Et donc, voilà, il faut bien garder ça en tête, qu'après, effectivement, si vous aviez besoin de renommer le libellé de réservation d'articles et mettre réservation de salle, on peut le faire dans Docos, il n'y a pas de problème. Mais c'est pour vous expliquer aussi les concepts qui sont derrière. On essaye d'avoir un logiciel qui soit
fonctionnel pour le plus de monde possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, donc voilà, donc les réservations d'articles, les postes d'événements, donc on peut créer des événements, donc un événement, par exemple, vous faites un événement sur 3 jours au sein de votre tiers-lieu, on peut y associer des réservations de salles pendant ces 3 jours-là, sur des créneaux qui peuvent être différents, on peut y associer des postes d'événements eh bien, pour proposer à des bénévoles, mais ça peut être également à des utilisateurs, hein, de s'inscrire à ces événements, et puis ensuite, on a une nouvelle fonctionnalité qui est les crédits de réservation, donc ça c'est quelque chose, je crois que j'en ai entendu parler ce matin également, la possibilité de faire ce qu'on appelle aussi des tickets comment dire, de coworking ou des tickets de salle de réunion. L'idée, c'est d'avoir quelque chose pareil de très flexible qui permette de réserver en fait des crédits qui pourront être consommés plus tard. Donc vous payez, vous achetez 10 tickets de coworking à l'heure et puis ensuite, au fur et à mesure de votre consommation d'heures de coworking, ça déduira les tickets correspondants. Donc ça, c'est tout nouveau, c'est sorti la semaine dernière. Donc c'est disponible déjà en production dans la version 2, mais c'est peut-être à améliorer grâce à de la co-construction. C'est là où effectivement les retours de tout le monde sont utiles parce que c'est quasiment impossible de prévoir tous les cas de figure potentiels en amont. Et donc, c'est le gros intérêt aussi de l'open source, c'est de permettre à tout le monde de participer. Ça ne veut pas dire que ce sera fait, mais en tout cas, tous les retours sont bien pris en compte. En tout cas, moi, j'essaie de développer ce que je peux dans la mesure du temps qui est disponible. Donc voilà, les fonctionnalités de base, ça c'est pour la gestion du lieu, en tout cas ce qu'on a aujourd'hui, en plus des accès sur le portail qui permettent aux personnes d'être un petit peu autonomes. Mais évidemment, cette partie-là, le gros intérêt, c'est qu'elle soit liée directement avec les flux de vente, les flux d'achat et éventuellement, pour ceux qui le souhaitent, la comptabilité. Et donc, si je vais dans les ventes, par exemple, ici, je peux retrouver, donc j'ai un logiciel qui me permet d'avoir un flux de vente complet. Attendez, j'ai un filtre, je vais l'enlever. Voilà. Pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, j'ai un logiciel qui me permet d'avoir un flux de vente complet. Donc, ça part du devis, ça va jusqu'à la commande client. Puis ensuite, on peut faire des bons de livraison. Et puis ensuite, on peut faire des factures. Et puis, ces factures, on peut créer des paiements pour les payer. Et puis derrière, on peut faire un rapprochement bancaire entre le relevé qu'on a reçu de la banque et puis le paiement pour s'assurer que notre comptabilité d'un point de vue trésorerie est correcte. Et donc, quand quelqu'un va réserver une salle, ça va automatiquement lui créer un devis et ce devis va ensuite automatiquement être transformé en commande et éventuellement en facture si jamais la personne n'a pas de crédit de réservation disponible, et dans ce cas-là, elle devra bien régler sa commande pour pouvoir valider en fait sa réservation. Donc, on a un certain nombre de documents. Pareil, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails. Tous les documents, l'avantage en Docos, c'est qu'ils se ressemblent. C'est-à-dire que vous avez... c'est des formulaires qui peuvent être modifiés. On peut décider d'ajouter, de cacher des champs existants. Une fois que vous avez compris le principe dans un formulaire, par exemple dans les devis, vous aurez exactement le même principe dans les réservations d'articles. Vous aurez le même principe dans les postes d'événements. Vous aurez le même principe dans les paiements. Donc, le gros avantage, c'est qu'en termes de montée en compétences, il y a effectivement un certain apprentissage à faire au début sur la découverte du fonctionnement du logiciel. Mais une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, eh bien, si ce n'est la fonctionnalité métier, l'usage auquel sert ce document, par contre, le fonctionnement du logiciel sera toujours le même. Vous n'aurez pas de surprise particulière à un endroit comme à un autre. Donc, ce devis, eh bien, on peut évidemment le transformer en commande. On peut faire un devis qui peut se transformer en plusieurs commandes. On peut avoir une commande qui peut regrouper plusieurs devis. Et donc, l'avantage, c'est que quand vous avez créé votre devis ou votre commande, vous voyez qu'en un clic, en fait, on va créer un document qui reprend toutes les informations qui étaient initialement dans notre document de base. Et donc, cette commande, comme je vous disais, elle pourra se transformer en bon de livraison si vous le souhaitez, ou directement en facture. Il n'y a pas d'obligation de faire toutes les étapes. Vous pouvez faire les étapes que vous le souhaitez. Si vous voulez directement enregistrer une facture, vous pouvez. Et donc, ça vous permet de gérer deux choses. À la fois, grâce aux abonnements, vos événements, vos facturations récurrentes, ou alors des facturations ponctuelles pour des événements des besoins de facturation qui correspondraient à une occasion. Voilà pour la partie flux de vente. Attendez, je vérifie, je crois que j'ai quelqu'un qui est... Non,
crois qu'on n'a personne. Ok, je crois qu'on a quelqu'un dans la salle d'attente, mais c'est bon. Donc, le flux de vente, vous aurez le même côté achat, enfin en miroir évidemment, hein, vous aurez avec des fournisseurs que vous pourrez enregistrer en fait des factures qui auront été faites par ces fournisseurs pour des achats que vous aurez passés. Vous pourrez faire également des commandes fournisseurs, vous pouvez faire des reçus d'achat si vous faites du suivi de stock. On a un module de stock, donc pour ceux qui auraient besoin de suivre le stock, même sur certains articles particuliers, eh bien, le système permet de suivre le stock, de suivre même les valorisations de stock, etc. Je ne vous ai pas dit, mais en amont du cycle de vente, on a également un module de CRM. Je sais que certains tiers-lieux l'utilisent, dans lequel vous pouvez enregistrer vos informations de prospection. Vous pouvez enregistrer les opportunités qui correspondent à ces prospects. Et puis, ces opportunités, vous pouvez derrière les faire passer automatiquement en devis. Et là, on rattrape le flux de vente. Donc, tout est connecté. Ça, c'est aussi le gros avantage d'un ERP. Ça peut avoir ses inconvénients, c'est-à-dire que je ne vais pas vous cacher que par rapport à des outils très spécialisés, par exemple des outils de gestion de coworking, peut-être que Docos sera moins fourni ou moins spécifique, enfin voilà, moins bon en général sur la partie gestion de réservation, gestion de lieux en général. Par contre, le gros avantage, c'est que tout est connecté avec le reste des fonctionnalités. Donc, si par exemple, vous voulez faire votre facturation dedans, par rapport à d'autres logiciels qui ne vous proposeront pas ça, qui vous obligeront à avoir un autre logiciel à côté, et là, ça devient compliqué, eh bien ça, Docos le gère tout seul. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, sur les fonctionnalités sur lesquelles on peut éventuellement être un peu moins bon que d'autres logiciels spécialisés, eh bien, c'est justement là-dessus qu'on essaie de travailler et de faire de la co-construction pour utiliser les retours de tout le monde pour essayer d'améliorer le logiciel et de faire en sorte que on puisse avoir une vraie alternative. Et aujourd'hui, par exemple, sur les modules de réservation, c'est quasiment le cas. Enfin, voilà, vous trouverez toujours peut-être mieux dans d'autres logiciels, mais en tout cas dans Docos, on a toutes les fonctionnalités standards que vous trouverez dans d'autres types de logiciels. Et donc ça, c'est venu grâce à cette co-construction et justement en gardant cette idée d'avoir un logiciel qui gère tout à la fin. Donc voilà pour les ventes. Ensuite, vous avez la possibilité d'avoir la comptabilité qui va être automatiquement générée à partir de vos flux transactionnels d'achat, de vente. Puis évidemment, vous pouvez rajouter des écritures comptables pures pour les écritures de bilan, etc. Vous allez avoir des rapports. Donc ça, j'en ai pas encore parlé, mais vous avez un certain nombre de rapports qui existent dans Docos. Donc par exemple, là, j'ai un rapport tout fait qui est le compte de résultats sur lequel je peux voir mon compte de résultats sur les 3 premiers mois de l'année puisque mes données doivent s'arrêter, j'imagine, en mars. Vous avez un certain nombre de rapports sur beaucoup de choses en fait dans Docos. Par exemple, vous pouvez avoir des rapports sur vos salles sur vos réservations de salles. Vous pouvez avoir des rapports sur vos devis. Vous pouvez avoir des rapports sur les commandes. Donc ça, c'est aussi un gros avantage, c'est que c'est un outil de gestion complet qui permet, si vous avez correctement défini en amont, et c'est là-dessus qu'on va travailler sur les 2 prochains jours, ce qu'on appelle les données de base, par exemple les articles, les clients, les groupes de clients, les groupes d'articles, etc. Et bien derrière, en un clic, vous pouvez avoir, par exemple, si on regarde notre analyse des ventes, on peut voir tout ce qui a été vendu sur l'année pour un client donné. Voilà, mais on peut le regarder également pour un groupe de clients. On peut le faire pour... Alors, je me permets juste d'informer, voilà, il est 10h29 et dans 1 minute, il y a l'atelier libre qui commence. Donc, vous pouvez rester ici sur Docos si c'est Docos qui vous intéresse, mais c'est juste pour rappeler à tout le monde que le temps que vous passiez sur l'autre atelier, si les gens intéressés par libre, c'est à 10h30 sur un autre canal que vous pouvez retrouver dans le programme. Et pour toutes les questions, si les gens vont voir libre et que vous avez d'autres questions sur Docos, ne vous inquiétez pas, on se retrouve dans les 2 jours, soit sur le document partagé, soit dans d'autres ateliers Docos. Voilà, à toutes. Merci Charles-Henri. De rien. Et j'en profite justement pour dire que Libre, du coup, est basé, en tout cas sur la partie gestion de documents, si je ne me trompe pas, parce que je n'ai pas vu en détail la solution, mais est basée sur Nextcloud et qu'on a un connecteur Nextcloud qui est en cours de construction pour Docos. Enfin, il est en construction sur Frappé, donc par l'équipe en Inde. Et donc, je suis assez confiant sur le fait que dans les prochains mois, on aura la possibilité, pour ceux qui décideraient d'utiliser les outils libres, de pouvoir connecter les deux et d'avoir par exemple les documents qui sont utilisés dans Docos qui puissent être automatiquement enregistrés dans Libre. Voilà, c'est aussi ça l'intérêt des solutions open source qui peuvent être interconnectées, c'est que c'est des choses qu'on peut faire plus facilement peut-être qu'avec d'autres types de solutions.
Et avant que je quitte, juste si tu peux bien vérifier que ton enregistrement Zoom continue. Voilà, c'est un détail, mais vu que j'ai aussi un compte pro et que j'enregistre aussi, j'ai pas trop encore compris exactement. Donc je vais sortir de la salle, vérifie juste que ton enregistrement à toi n'est pas coupé. D'accord. Non, c'est marqué vidéo en cours, je crois. Non, non, ça a l'air d'être bon. C'est bon. Donc voilà, donc là j'étais sur la partie rapport. Donc effectivement, un des gros avantages de Docos, c'est celui-là, c'est la capacité en fait à générer des rapports sur tout type de documents. Donc on a des rapports comme ceci, on a également des tableaux de bord. Alors ces tableaux de bord, vous avez des tableaux de bord qui sont préparés pour vous, en fait, qui sont voilà, faits dans le logiciel standard de Docos. Ces tableaux de bord, vous pouvez également les modifier, créer des nouveaux graphiques vous-même, des nouvelles cartes statistiques vous-même, et modifier en fait tous ces rapports qui existent. Par exemple, si je prends là, voilà, vous avez un certain nombre de rapports qui sont standards, mais vous pourriez tout à fait en créer d'autres si vous le souhaitiez. Donc ça, c'est des choses voilà, qui vont vous intéresser parce que même si ce n'est pas le but premier dans Docos, c'est-à-dire que d'abord, avant tout, c'est de gérer le quotidien, de gérer eh bien, la facturation, de gérer les réservations de salles, etc. En fait, très rapidement, on s'aperçoit que dans l'usage d'un outil comme celui-ci, le gros avantage, c'est qu'il vous permet d'analyser aussi votre fonctionnement. Et eh bien, voilà, on n'oublie jamais qu'un tiers-lieu, même s'il y a une vocation philosophique derrière un certain nombre de tiers-lieux, il y a quand même toujours un besoin d'équilibre, il y a un besoin de viabilité en fait, du lieu, parce que sinon, ça ne peut pas continuer. Et donc, c'est important d'avoir une gestion très rigoureuse et d'avoir les bons outils, les bons indicateurs pour être capable d'orienter en fait, ces décisions, éventuellement de restructurer son fonctionnement. Voilà, on sait qu'en plus, on est dans une période compliquée et c'est des outils comme ça qui peuvent nous aider éventuellement après à prendre les bonnes décisions, d'où l'importance d'avoir un outil qui puisse générer également des tableaux de bord et des rapports. L'autre chose importante à savoir, c'est que, alors on ne va pas rentrer dans le détail, mais je vous ai montré des documents, comme par exemple si je vous montre un document, donc par exemple une fiche client. Une fiche client, c'est un document dans Docos qui est prévu dans le logiciel, vous n'avez pas besoin de le créer, et ça arrive avec le logiciel. Par contre, des documents comme cela, vous pouvez créer vos propres documents dans Docos. Et donc, vous pourriez eh bien, voilà, avoir vos propres, comment dire, vos propres formulaires qui correspondent à un besoin particulier. Je vais vous donner un exemple concret. Je sais pas si le HATLAB est là avec nous, mais au HATLAB, par exemple, ils ont fait leur formulaire d'inscription dans Docos pour avoir en fait un formulaire également, enfin ce formulaire pour le proposer également sur le portail et permettre ah bah justement, Jean-François du HATLAB est en train de se connecter. Voilà, donc ils ont fait leur propre formulaire dans Docos qui leur permet en fait de le proposer sur le site web pour que les gens puissent automatiquement s'inscrire au formulaire d'inscription, et ce formulaire d'inscription ensuite eh bien, va déclencher un certain nombre d'actions dans Docos, par exemple la création d'une fiche client, la création d'un abonnement, d'un utilisateur, etc. Et donc ça leur permet de conserver un petit peu comme si vous aviez votre formulaire papier, hein, vous savez, autrefois on donnait, ou on le fait peut-être encore sûrement, hein, de donner des formulaires papier d'inscription aux gens, et puis ça, on le rentre dans un classeur. Bah, finalement, c'est un petit peu ça. Et donc, l'idée, c'est que vous puissiez également faire vos propres formulaires dedans, ou vous puissiez aussi remplacer des formulaires que vous avez, par exemple, sous Excel, ce genre de choses. En termes d'intégration, et puis je terminerai par là, puis ensuite on passera aux questions, on a la possibilité d'intégrer donc Docos avec, je vous disais, des passerelles de paiement. Donc aujourd'hui, on a un connecteur avec Stripe, un connecteur avec GoCardless. C'est les deux seuls connecteurs qui fonctionnent avec les abonnements. Si vous voulez utiliser PayPal, vous pouvez également, mais vous ne pourrez pas l'utiliser dans les abonnements. Il y a PayPal et Braintree qui fonctionnent voilà, pour les factures classiques. Ces passerelles de paiement, en fait, elles permettent la chose suivante, c'est-à-dire que quand votre facture est émise, vous pouvez émettre ce qu'on appelle une demande de paiement. La personne peut rentrer ces informations de paiement dedans, donc par exemple, c'est un numéro de carte bancaire si c'est une passerelle de paiement qui permet le paiement par carte bancaire, ou un RIB pour les prélèvements CEPA, et le paiement sera automatiquement processé par Docos. On recevra le retour de paiement dans Docos et du coup, l'écriture de paiement sera automatiquement créée. Donc, en fait, le paiement, au lieu que vous fassiez ça manuellement, bah, tout va se faire automatiquement et il ne vous restera plus qu'à faire le rapprochement bancaire à la fin. Donc, ça, c'est vraiment pratique parce que ça vous permet d'automatiser
tout ou partie de vos paiements via la plateforme. Alors, ça, c'est une question qui revient souvent. Ça a un coût, ces plateformes-là. Docos ne prend pas de commission, n'a pas de lien avec ces plateformes. On a choisi ces deux-là parce que c'est les plateformes, on va dire aujourd'hui, qui sont très, très courantes, mais ça n'empêcherait pas demain, s'il y avait suffisamment de monde intéressé et éventuellement qu'on pouvait avoir un financement pour d'intégrer d'autres plateformes de paiement dedans. Il n'y a pas de problématique là-dessus. Mais chacune de ces passerelles va avoir en fait un coût associé. Donc, je sais que GoCardless, par exemple, c'est 1% du montant payé jusqu'au maximum de 2 euros. Et puis Stripe, vous êtes plus à 1,4% plus 25 centimes. Voilà. Il y en a un qui permet de faire les prélèvements SEPA, l'autre qui permet de faire les paiements par carte bancaire. Donc après, voilà, c'est vraiment un choix à faire. Vous pouvez également décider de faire ça proposer du virement à vos clients et gérer ça manuellement. Mais c'est un outil qui est dedans et qui permet d'automatiser un certain nombre de choses avec un coût éventuellement associé. Et puis, on a également un connecteur Google Agenda pour permettre en fait d'avoir toutes les réservations de salles qui sont automatiquement synchronisées avec votre agenda Google. Pareil, j'espère que rapidement on pourra avoir la même chose avec un agenda Nextcloud. Pour ceux qui voudraient utiliser Libre, du coup, ça devrait être disponible dans Libre. Voilà, c'est des choses qui sont prévues, mais en tout cas, à l'état actuel des choses, on peut synchroniser avec Google Agenda et derrière, si vous voulez l'utiliser dans Nextcloud, vous pouvez repartager votre Google Agenda avec Nextcloud et Nextcloud sera capable de le processer sans problème. Voilà, je crois que j'ai fait un tour rapide sur les grandes fonctionnalités. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe en fait aux questions. Je vais juste... Ouais, Charles-Henri, j'ai noté les questions de tout le monde. Je vais les coller dans le chat. Et je te laisse. OK. Super. Ou si tu veux, je peux te les lire aussi, si tu préfères. Peut-être que ce sera plus interactif. Ouais, je veux bien si ça te dérange pas, parce que je sais pas, j'arrive pas. Ouais, comme ça tu galeras pas. Ok, alors. Question. Alors, première question, bon, dans l'ordre chronologique, hein, mais n'hésitez pas peut-être à intervenir dans le chat si vous voulez reformuler ou si on ne répond pas complètement. Première question, peut-on gérer plusieurs lieux dans la même interface? Tout à fait. En fait, on a un mode multi-société dans l'interface. Donc, en fait, un lieu sera une société. Et donc, vous pouvez créer autant de lieux que vous le souhaitez. Et l'avantage, c'est que ça permet de faire notamment de la refacturation interlieu à l'intérieur de Docos. Je sais que, par exemple, la station A à Rodez, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils ont quatre entités différentes et ils se refacturent un certain nombre de prestations ou d'achats de marchandises entre les différents lieux en fonction des activités. Ok, deuxième question, peut-on relier Docos à un site internet préexistant? Alors, on peut relier avec un site internet préexistant, parce qu'on a une API existante. Par contre, après, je ne sais pas si vous appelez par relier directement. Aujourd'hui, il y a le mode de fonctionnement des lieux qui l'utilisent. Par exemple, je prendrai le cas du WIP. Ils ont leur site internet sur WordPress qui fonctionne déjà. Et pour permettre en fait aux utilisateurs de venir faire leur réservation de salle sur Docos, eh bien, ils ont juste mis un lien vers le site Docos sur le site du WIP. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a un peu personnalisé l'interface du site web de Docos pour que ça ressemble en fait au site du WIP pour que les gens ne soient pas trop perdus. Mais il n'y a pas d'intégration à l'intérieur du site WordPress. Si vous vouliez faire ça, là, il faudrait utiliser l'API et faire des développements spécifiques, ou il faudrait qu'on lance le développement, par exemple, d'un module WordPress parce que je sais que je dis WordPress parce que beaucoup utilisent WordPress, un module WordPress Docos pour les tiers-lieux. Ça, on n'a pas pour le moment. Parce qu'actuellement, si je comprends bien, Docos a son propre module de création de page. Et tu peux créer un site web de A à Z avec Docos.
Exactement, voilà. Donc en fait, on a le site web de Docos et si vous voulez faire un lien vers ce site web depuis un autre site, ça, il n'y a pas de problème. Vous mettez un bouton avec un lien. Par exemple, souvent, c'est un bouton se connecter, connexion à mon espace ou quelque chose comme ça. Et en fait, au lieu que ce soit sur le même site, ça vous renvoie juste sur le site Docos. Et derrière, on peut souvent, ce qu'on fait, c'est que le logo qui est en haut à gauche sur le site de Docos, eh bien, on met un lien vers le... Je vous montre là. Ici, ce logo-là, en fait, on met un lien vers le site principal. Comme ça, si les gens savent pas comment revenir sur le site principal, ils cliquent dessus. Souvent, c'est un réflexe. Hein. Ils cliquent dessus et ils sont ramenés automatiquement sur le site principal. Voilà comment on fonctionne aujourd'hui. Sinon, il y a les tiers-lieux qui utilisent également Docos comme site web. Je crois que la Baraka, c'est le cas. Ils utilisent Docos comme site web complet. Ouais. Est-ce que je peux juste me permettre, Claire-Marie, de reformuler pour vulgariser pour ceux qui, justement, sur les mêmes exemples. En fait, il y a 2 exemples que vous pouvez regarder. Il y a effectivement Baraka qui a fait son site internet avec la solution Docos. Et sinon, il y a La Coroutine, qui est un autre tiers-lieu sur l'île, qui avait son site et qui a juste fait une page boutique à partir de Docos. Voilà. Est-ce que c'est peut-être le moment de montrer vite fait ou est-ce que tu veux garder ça pour les ateliers, Charles-Henri, je ne sais pas. De montrer quoi à quoi ça ressemble, par exemple, sur le WIP, tu sais, côté utilisateur. Peut-être qu'on verra ça pendant les ateliers. Okay, ça marche. Oui, là, on va plutôt faire du question-réponse générale. Ok, je continue, je te lance une autre question. Le rapprochement bancaire est-il automatisé, quelle que soit la banque? Alors, vous avez aujourd'hui la possibilité d'intégrer un fichier OFX dedans. On n'a pas d'intégration avec la banque pour le moment, pour une raison toute simple. Hein, c'est simplement que, en fait, il y a un connecteur qui existe, mais il y a un abonnement mensuel qui démarre à 500 € par mois pour pouvoir se connecter avec la banque. Et donc, le jour où on aura suffisamment de tiers-lieux qui voudront utiliser les connecteurs avec la banque, à ce moment-là, ça coûtera vraiment pas cher à chacun de mettre en place cet abonnement. Et dans ce cas-là, on pourra le faire. Pour le moment, c'est pas le cas. Donc, en fait, on intègre un fichier OFX et après, par contre, vous utilisez l'outil de rapprochement bancaire alors, il est semi-automatique, c'est-à-dire qu'il va vous proposer automatiquement les rapprochements et puis après, vous avez juste à les valider dedans. Donc voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans Docos. Après, l'intégration d'un fichier OFX, c'est pour ça aussi que les tiers-lieux qui font déjà du rapprochement bancaire n'ont pas forcément poussé pour avoir une intégration avec la banque parce que c'est un coût additionnel. C'est que les fichiers OFX, c'est vraiment très très simple. Vous allez sur le site de la banque, vous le téléchargez et puis vous l'intégrez dans Docos. Et il n'y a pas de risque d'erreur. C'est pas comme un fichier Excel où il faut le reformater, etc. Là, c'est automatiquement géré par le logiciel. Mais ce serait super, effectivement, que demain, on puisse avoir suffisamment de tiers-lieux en France qui utilisent la solution pour qu'on puisse se dire on prend un abonnement collectif qui du coup sera vraiment pas cher pour chacun des lieux, quoi. Ok, tu veux dire que pour l'instant les banques sont pas trop branchées libre et open source, il faut payer. Alors, les banques sont pas trop branchées, même par rapport à la loi européenne hein, sur l'open banking, puisqu'ils ont ils ont des procès en cours parce que justement ils respectent pas les normes. En l'occurrence, là c'est pas tellement le problème parce que nous on se connectera pas directement avec chacune des banques. Ça serait trop de travail et c'est pas du tout le périmètre de Docos. L'idée c'est de passer plutôt par un agrégateur, par une solution intermédiaire qui eux c'est leur métier en fait. Et eux ils proposent une interface unique que nous on peut utiliser. Donc nous aujourd'hui dans Docos on a une interface avec Plaid.com. Donc c'est un peu le leader mondial sur ce secteur-là. Voilà, qui, eux, ils ont l'accès à toutes les banques. Et nous, on se connecte juste à Plaid et on récupère nos données. Mais du coup, il y a un coût associé. Après, il faut être réaliste. Hein, si on voulait se connecter à toutes les banques, le coût serait beaucoup plus élevé que 500 € par mois. Ok, c'est noté. Alors, autre question, plus technique. Il y a une case « Scanner un code barre ». Cela peut-il être rattaché au chèque numérique haptique via le matériel fourni pour l'encaissement des passes numériques? Alors, je vais répondre qu'à la partie de la question que je connais, c'est-à-dire que le lecteur de code barre, il permet de scanner un code barre pour sélectionner un article qu'on va rajouter dans sa facture. Voilà, dans le cas, par exemple, d'un point de vente où vous avez
des articles qui sont lus par code barre. Après, je ne connais pas du tout Aptic, donc je ne pourrais pas me prononcer dessus. Je vais regarder et puis on peut en discuter au cours des 2 jours, il n'y a pas de problème. Ça marche. Question plus métaphysique. Peut-on dire que Docos est aussi un logiciel comptable? Oui, tout à fait. Oui, c'est un logiciel qui gère tout jusqu'à la comptabilité. Et donc, il y a une partie comptable dans Docos. Ok. Et question, dans l'articulation comptable plus expert comptable, Docos fournit-il les documents adéquats à leurs besoins? Alors oui, Docos permet de fournir différents types de documents. Donc déjà, le premier est le document réglementaire en France, c'est le fichier des écritures comptables. Donc celui-ci peut être généré par Docos et du coup déjà donné à l'administration fiscale en cas de contrôle ou éventuellement transmis à l'expert comptable. Après, sur les modes de fonctionnement aujourd'hui des utilisateurs de Docos, on va dire qu'il y a deux grandes façons de fonctionner. La première, c'est ceux qui s'arrêtent en fait à la comptabilité, qui ne font pas leur comptabilité eux-mêmes. Et eux, généralement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont transmettre un export de l'ensemble des factures qui ont été générées dans le mois au comptable ou à l'expert comptable, qui va, lui, les entrer dans son logiciel comptable et éventuellement qui va faire des retours. J'ai des clients qui fonctionnent comme ça, qui va leur renvoyer en fait des écritures d'ajustement à faire dans leur comptabilité. Pas pour qu'ils aient la comptabilité légale dans Docos, mais simplement pour qu'ils puissent avoir une vision très détaillée en fait en termes de gestion de leur comptabilité. Et puis l'autre partie des utilisateurs, eux, ils font vraiment toute leur comptabilité dans Docos. Et donc, à ce moment-là, ils donnent l'accès à leur expert comptable généralement. En fait, ils créent un accès pour l'expert comptable et l'expert comptable vient récupérer ce qu'il lui faut, donc c'est-à-dire le compte des résultats, bilan, balance et éventuellement fichier des écritures comptables si besoin. Donc voilà, c'est un petit peu les deux cas de figure qu'on a aujourd'hui. Ok, et troisième question de la même personne. Pouvez-vous noter le nom des passerelles SVP? Oui, alors les passerelles, je vais vous les mettre dans le chat, c'est Stripe et GoCardless. Je vais les même mettre sur les ressources. Ah oui, passerelle de paiement. Ouais. Ouais, je pense que c'est ça, hein, c'est les passerelles de paiement. Je n'ai pas compris la question, mais... Oui, je suppose que oui. C'est une question qui était ouais. En attendant, il y avait aussi une question sur le prix du logiciel, mais Simon a répondu sur le chat. Tous les prix sont sur la page principale de Docos. D'accord. Oui, alors... Docos.io. Oui, juste sur la partie hébergement. Donc oui, effectivement, moi je propose un hébergement géré en fait sur le cloud Docos. Donc là, vous trouverez les prix sur le site de docos.io. Après, le logiciel est open source, hein, c'est pas du faux open source. Vous avez la possibilité, si vous avez par exemple au sein de votre tiers-lieu un administrateur système, quelqu'un qui sait installer ce genre de logiciel, eh bien vous avez la possibilité de l'installer sur votre propre serveur. Et dans ce cas-là, effectivement, enfin, c'est gratuit, c'est-à-dire que si vous payez le serveur et éventuellement l'administrateur système, si c'est pas un bénévole qui doit faire ça, mais vous n'avez pas de tarif particulier à payer. Là, c'est les tarifs qui sont proposés sur docos.io, c'est vraiment les tarifs pour les gens qui ne veulent pas faire l'installation eux-mêmes, qui ne veulent pas faire la maintenance, etc., et qui veulent éventuellement avoir du support. Et là, c'est pour ça qu'on a ces tarifs-là. Ok, très bien. Autre question, quel est l'avantage d'utiliser un site web créé par les outils Docos? L'avantage, c'est simplement d'avoir tout dans le même outil et d'aller peut-être plus vite en termes de déploiement. Voilà, après, il n'y a pas d'avantage particulier, si ce n'est que c'est un outil qui vous est proposé. Si vous êtes plus à l'aise avec un WordPress, et bien dans ce cas-là, vous aurez plutôt intérêt à utiliser un WordPress. Si vous ne comptez pas utiliser, par exemple, les réservations de salles, si vous voulez juste utiliser la partie administration d'entreprise de Docos, donc tout ce qui est flux de vente, flux d'achat, etc., peut-être que vous n'avez pas forcément intérêt à développer votre site web sur Docos, parce que vous aurez peut-être plus de possibilités avec un WordPress, et vous utilisez Docos comme un site à côté, juste voilà, le site de votre logiciel de gestion. Vous voyez, c'est vraiment une question d'usage. Chacun va trouver finalement, va utiliser les ressources qui lui conviennent et on va avoir voilà, de multiples usages. Et donc, nous, on propose juste un outil pour répondre à une partie de ces usages-là.
Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions que j'ai manquées? Il y a une réponse aussi sur les avantages du site web. Il y a Simon qui a fait une réponse dans le chat un peu assez complète. Donc vous pouvez voir ça aussi. Ah oui, autre question. Problème de sécurité. Est-ce que Docos peut avoir des problèmes de sécurité? Apparemment, c'est un peu un souci sur WordPress. Donc sur Docos, comment ça se passe? Bah, après, comme tout logiciel, il peut y avoir des problèmes de sécurité, ça c'est évident. Après, il y a, donc comme je vous disais, hein, c'est développé par une société en Inde qui s'appelle Frappé Technologies. Ils ont un certain nombre de développeurs qui travaillent à temps plein dessus. Ils ont une unité de sécurité avec une adresse mail sur laquelle ils reçoivent en fait les alertes de sécurité. Donc il y a ce côté-là où eux, dès qu'ils reçoivent quelque chose, enfin voilà, un retour de quelqu'un qui leur dit qu'il y a un problème de sécurité, eh bien, ils essayent de résoudre le problème. Et puis moi, de mon côté, effectivement, sur le cloud de cause, c'est pareil. Dès que nous, on détecte un problème potentiel, on essaie de le résoudre. C'est l'avantage de l'open source, et surtout sur un projet comme Docos, c'est qu'aujourd'hui, Docos, je n'ai même pas le nombre de contributeurs à ERP Next, mais ça se compte en centaines de contributeurs. Il y a énormément on considère qu'il y a à peu près 5000 entreprises dans le monde qui l'utilisent, et certains avec des équipes complètes hein, qui travaillent uniquement sur le logiciel toute la journée. Et en fait, voilà, tous ces contributeurs-là, ils peuvent lire l'intégralité du code et donc plus facilement déceler des éventuels problèmes de sécurité. Et ça, c'est quelque chose qui a été de manière multiple démontré que à partir du moment où vous avez un projet qui a beaucoup de contributeurs, hein, pas sur un projet open source que personne ne regarde, évidemment, ce ne serait pas valable, mais un projet où vous avez beaucoup de contributeurs et beaucoup d'yeux différents qui vont inspecter le code et qui vont l'utiliser au quotidien et qui, du coup, ont la possibilité de se rendre compte qu'il y a des soucis de sécurité, eh bien, à partir de ce moment-là, vous avez beaucoup moins de problèmes de sécurité puisque eh bien, ça remonte beaucoup plus facilement et c'est corrigé beaucoup plus rapidement. Par rapport à un logiciel propriétaire, en fait, auquel seulement peut-être 10 ou 20 ou 50 développeurs ont accès, mais c'est tout, et personne d'autre. Et voilà, tout le monde n'a pas forcément des compétences, même en développeur, tout le monde n'a pas des compétences en termes de sécurité. Et donc, c'est bien d'avoir un certain nombre d'acteurs externes qui peuvent y participer. Donc là-dessus, je répondrai de manière relativement voilà, sûr de moi qu'il y a toujours un risque, et je crois qu'on le voit aujourd'hui avec toutes ces sociétés qui se font hacker, qui ont des malwares qui sont installés, etc., des ransomware, même des grosses entreprises qui sont spécialisées dans la sécurité. On voit encore la semaine dernière, il y a 2-3 semaines, il y avait une grosse société du numérique française qui a été touchée, alors que c'est des experts de la cybersécurité. Donc voilà, je ne peux pas vous dire qu'il n'y aura pas de problème. Par contre, je suis quand même assez certain que le modèle permet de mitiger en fait ce genre de problème de manière relativement efficace. Cool, merci. Alors, question, j'essaie de donner les géniteurs des questions, ce serait plus sympa. Question de Marie de la Grande Coco. Peut-on se connecter à plusieurs en même temps sur la plateforme admin? Entre parenthèses, comment ça se passe si tu as plusieurs admins qui veulent modifier quelque chose? Ouais, alors vous pouvez vous connecter à autant que vous voulez, il n'y a pas de restriction, que ce soit côté admin ou côté site web, il n'y a pas de problématique là-dessus. Si vous êtes à deux à modifier des documents différents, il n'y a aucun problème. Si vous êtes à deux à modifier le même document, par contre, c'est pas comme Framapad, par exemple, ça va être que quand vous essayez d'enregistrer, si quelqu'un a fait un enregistrement juste avant vous, eh bien, ça vous mettra un message vous disant que le document n'est pas à la dernière version, et donc il faut que vous le rechargiez et que vous fassiez modifier votre modification pour pouvoir l'enregistrer. Voilà, c'est juste ça la différence. Après, c'est des cas qui arrivent quand même relativement rarement, puisque généralement, même si vous êtes à plusieurs administrateurs, vous avez peu de raisons de travailler sur le même devis, la même facture ou même la même réservation au même moment, quoi. Mais si c'était le cas, en tout cas, voilà, le système vous l'indiquerait. Et vous avez également en fait en bas, quand vous êtes à deux sur le même document, vous avez un petit pop-up qui s'ouvre et qui vous dit quelle personne est connectée, est en train de modifier le document en même temps que vous. Donc ça vous permet aussi d'éviter de faire des modifications si vous savez qu'il y a quelqu'un d'autre qui est dessus. Vous avez un chat qui est intégré dans Docos et qui permet éventuellement de contacter la personne et de savoir ce qu'elle fait pour savoir si vous devez passer 10 minutes à faire des modifications sur votre document avant de l'enregistrer ou pas. J'en profite pour ajouter à ta réponse qu'il y a une gestion assez avancée des autorisations de différents profils d'utilisateurs. Donc, vous pouvez configurer des admins, des comptables, etc., qui vont avoir accès à différents types de documents. Donc, je pense que ça doit bien se faire
sans Ouais, avoir trop de problèmes. c'est une excellente remarque. C'est vrai j'ai pas montré ça dans la démonstration du logiciel, mais on a tous un système de ce qu'on appelle le rôle et autorisation. Et donc, vous pouvez définir en fait des rôles différents qui vont donner accès à différents types de documents. Et ça permet également deux choses, à la fois de restreindre les accès pour des raisons de sécurité. Voilà, peut-être que si demain vous avez un ou une stagiaire qui arrive dans votre tiers-lieu et que vous voulez pas lui donner accès aux informations comptables du tiers-lieu parce qu'elles sont confidentielles, je ne sais pas. Bon, bah à ce moment-là, vous pouvez le faire grâce au rôle et autorisation, mais ça permet aussi, en dehors de cet aspect confidentialité des données, ça permet également de restreindre les accès simplement pour simplifier l'interface, hein, et de dire quelqu'un qui va être juste comptable, cette personne-là, elle a besoin d'accéder qu'aux factures et qu'aux aspects vraiment comptables. Et tout ce qui est réservation de salle, en fait, cette personne-là n'a pas besoin de les voir parce que sinon, ça peut la perturber et lui montrer trop d'informations dans le logiciel. Donc ça, voilà, on a une gestion qui peut être relativement fine puisqu'on peut aller jusqu'au niveau du champ. C'est-à-dire que vous pouvez avoir dans un même document un champ qui est visible par une personne et un autre champ qui est visible par une personne avec un autre rôle. Voilà, pour si jamais vous aviez des spécificités. Donc ça, c'est des choses qui sont tout à fait possibles. On a fait d'une pierre deux coups parce qu'on a répondu du coup à la question de Damien de Copcité. Donc on est bien efficace. Cool. C'est bien. J'en étais où? Je perds du fil. Oui, question de Mélissa, de la coopérative tiers-lieu / usine à tout le monde. Si tu as un Fab Lab, parmi les articles, est-ce que tu peux ajouter le parc machine, voire des REX? Je ne sais pas ce que c'est que des REX. REX. Oui, alors on peut créer des immobilisations dans Docos. Je ne vous ai pas montré, mais il y a un module d'actifs qui permet de gérer en fait toutes ces immobilisations, de faire les dépréciations d'actifs en fin d'année, etc. Et donc ça, vous pouvez le faire effectivement aussi pour des actifs qui seront derrière, enfin des articles qui seront derrière, partagés en fait. Proposé à la location sur la plateforme de réservation. Donc, si j'ai bien compris, hein, c'est ça, parce que tu voulais un résultat d'exploitation qui prend en compte les charges associées aux immobilisations. Ça, c'est tout à fait possible. Mais j'espère que j'ai bien compris la question. Ouais. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, ceux qui sont dans le chat, tout ça, si vous voulez préciser. Ouais, écoute, merci Mélissa. Ah, c'était les retours d'expérience. Ah, d'accord. Alors, j'ai pas Ah oui, c'est ça, les REX. D'accord. Et donc, c'était quoi la question sur les retours d'expérience? Ah, s'il y a des retours d'expérience sur des articles qu'on peut ajouter dans le parc machine, d'accord. Oui, là, je crois que sur le parc machine, faut voir avec des Fab Labs. Je sais que le HatLab, ils viennent de démarrer, donc peut-être qu'ils n'ont pas encore de retour d'expérience sur le sujet. J'ai pas comme ça de... Mais peut-être qu'on trouvera là au sein des 2 jours des gens qui peuvent nous faire des retours d'expérience sur le sujet. Ouais. Si je peux me permettre, ouais, il y avait en fait Fab Manager avant qui était une solution tip top. Et aux usines, nous, on avait Fab Manager, mais du coup, Fab Manager n'est plus et se pose la question de trouver un équivalent. Et c'est le cas pour, je pense, pas mal de Fab Labs. Ouais, je connaissais pas. Je sais que nous, on est intéressé pour mettre en place justement la gestion de parc machine au HatLab. On vient juste de démarrer en fait sur Docos. Mais après, s'il y a des gens qui sont intéressés pour collaborer dessus, pourquoi pas. Hein. Mais nous, c'est un besoin qu'on a en fait. On a réservation sur une machine parce qu'en fait, on a des utilisateurs aussi, enfin des clients aussi professionnels qui veulent réserver, notamment les découpeuses laser dans nos Fab Labs, et on serait intéressé aussi pour gérer en fait tout d'abord cette gestion-là en fait de réservation, de suivi des réparations aussi, parce que souvent on a des utilisations qui sont pas correctes des machines et puis il y a des machines qui tombent en panne et qu'il faut qu'on répare. Et c'est quelque chose qu'on voudrait faire notamment avec Docos. Alors oui, sur le suivi des réparations, il y a un outil de maintenance. Hein, dans la partie actif, il y a des fonctionnalités de gestion de la maintenance, donc dans lesquelles vous pouvez gérer les réparations, des choses comme ça. À la base, en fait, voilà, comme c'est un outil d'entreprise, il est utilisé notamment par des grosses PME, notamment en Allemagne, qui font de la production. Et donc, eux, ils ont besoin, c'est pas du tout des Fab Labs, mais eux, ils ont besoin en fait des mêmes fonctionnalités, voilà, de suivi en fait de leur parc machine, de la maintenance de ce parc machine, etc. Donc tout ça, c'est intégré dans Docos. Et donc la seule chose qui manquerait,
de manière vraiment générale, hein, par rapport à ça, c'est la partie réservation. Et ça, c'est possible grâce aux réservations d'articles qui permettent de dire qu'un article qui est associé, par exemple, à un actif immobilisé, eh bien, est également quelque chose qui peut être loué. À l'heure, à la journée, enfin peu importe. Et donc, en tout cas, on a ces deux fonctionnalités-là. Après, il faudrait voir effectivement en détail, et peut-être qu'on pourra en discuter au cours des 2 jours, voir s'il manque des choses, parce que je ne connais pas Fab Manager, et donc je ne sais pas dans quelle mesure il proposait un certain nombre de fonctionnalités spécifiques au Fab Lab. On pourrait voir ce qui peut éventuellement manquer pour le mettre sur la roadmap. Hein. Ça, c'est pas un problème. Cool. Alors, question... Combien de tiers-lieux, question de Damien de Copcité, combien de tiers-lieux utilisent Docos actuellement et quelle est leur quote-part de participation financière? Alors, il y a 2 questions dans l'une. Sur le nombre de tiers-lieux, aujourd'hui, c'est difficile à dire parce qu'il y a des tiers-lieux qui l'utilisent sans passer par moi. En fait, et je vois qu'encore sur les 2 derniers jours, j'ai eu des questions sur le forum de gens que je ne connais pas, enfin, voilà, qui utilisent apparemment Docos. Je dirais qu'on doit être sur une quinzaine de tiers-lieux, grosso modo, quelque chose comme ça. Sur la quote-part de participation financière, alors là, il y a 2 aspects. Il y a ce qui a été financé par certains tiers-lieux pour ajouter des fonctionnalités. Donc, on a eu au début l'outil de réservation d'articles, enfin, réservation de salles et de machines, etc. Ça, vous pouvez retrouver sur Movilab le détail des participations financières de chacun. Et ensuite, on a eu également le WIP, qui a participé seul au financement de l'intégration avec GoCardless. Ça, c'était l'an dernier. Et je crois que ce que j'en oublie, voilà, sur les deux grosses phases de financement pour les tiers-lieux qui ont eu lieu. Et après, le reste, en fait, la participation, c'est... moi, comme je propose mes services d'hébergement, etc., donc les tarifs que vous pouvez trouver sur docos.io, en fait, après, ça me permet si j'ai suffisamment de clients, alors c'est pas forcément que le cloud, mais ça peut être également des formations. Je fais beaucoup de formations pour des tiers-lieux. Et ben ça me permet en fait de consacrer derrière du temps au développement de fonctionnalités pour les tiers-lieux spécifiquement. Donc pour moi, je considère que c'est également une manière de participer au projet. Ça peut être également de prendre un espace cloud pour comment dire, voilà, enfin, faire vivre le projet, parce que plus moi de mon côté, plus j'ai de clients qui sont des tiers-lieux, plus je peux passer de temps à développer des fonctionnalités pour les tiers-lieux. Jusqu'à présent, en fait, pour être transparent sur mon mode de fonctionnement, c'est vrai que j'ai pas mal de clients qui sont des PME, pas du tout des tiers-lieux, qui me financent des développements, et pour beaucoup des développements propriétaires. Donc du coup, c'est du temps que je ne peux pas passer à développer de l'open source. Donc c'est vrai que c'est un petit peu, voilà, ce serait idéal que ce temps-là, en fait, je puisse passer à 100% sur l'open source et pas à développer des choses propriétaires pour des entreprises qui aujourd'hui voilà, ont les moyens de les financer. Je rebondis avec une question de moi. Quand tu payes l'hébergement, comment ça se passe pour le support technique, le suivi, tu sais? Est-ce que c'est inclus, entre guillemets, dans ça ou c'est au cas par cas, je sais pas? Alors, le support technique, il est inclus à partir de... J'ai une offre à 99 € qui inclut du support, voilà, support par email illimité. J'ai proposé une autre offre parce que beaucoup m'ont dit oui, mais c'est trop cher, 99 €. Voilà, on n'a pas les moyens de payer ça. Donc, dans ce cas, j'ai proposé une autre offre qui inclut uniquement l'hébergement et la maintenance de l'application. Et dans ce cas-là, le support, c'est via le forum. Aujourd'hui, comme on n'a pas encore une grosse communauté sur Docos, c'est moi qui réponds à quasiment toutes les questions sur le forum. J'espère que demain, eh bien, de plus en plus de monde pourra m'épauler en fait, voilà, à participer sur le forum et répondre aux questions. Donc voilà, c'est un petit peu les deux modes de fonctionnement. Si vous avez besoin de support, il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, vous pouvez prendre une offre soit à 99 €, soit sinon, si vous avez votre propre hébergement, dans ce cas-là, je propose des heures de support payables à l'heure. Mais voilà, vous comprenez bien que c'est très, très chronophage de faire du support, mais vraiment extrêmement chronophage. En gros, dans ma journée, c'est entre 3 et 4 heures par jour de faire du support. Donc, c'est pas possible de le faire de manière non rémunérée, à moins que demain, on trouve un autre modèle peut-être pas plus partagé. Voilà.
Et pour les... Je développe la question, une question de François. Si on a une demande de développement particulière, comment ça marche? Et peut-être que tu peux reparler de comment tu as financé et développé le module de réservation avec le WIP. Oui. Alors, pour le WIP, c'est deux choses voilà, qui ont fonctionné un peu différemment. Pour les modules de réservation, en fait, c'est Simon qui s'en est occupé, qui s'est occupé de gérer, enfin, de trouver les financements, etc. Et moi, j'ai travaillé avec Simon vraiment spécifiquement sur le besoin, la spec et puis le développement. Et donc là, c'est Simon, peut-être la compagnie des tiers-lieux. Ça, je ne sais pas, il faudrait voir avec Simon qui est dans le chat qui pourra vous répondre comment ça se passe pour des développements partagés comme cela. Pour le WIP, ça a été différent, c'est-à-dire que c'est Hugo et Ophélie qui m'ont contacté l'année dernière et qui m'ont dit bon ben voilà, nous on veut passer sur Docos. Ils avaient parlé notamment avec Simon et d'autres, et ils m'ont dit on a besoin de ça, combien ça coûte. Je leur ai fait un devis et ils m'ont dit ok, on est prêt à financer, et donc ils ont financé ça. Et là finalement, comme je vous parlais avant des développements que je fais pour des PME, c'était exactement dans le même cadre, hein, c'est-à-dire que j'ai fait un devis, ils ont dit on est d'accord, ils ont payé pour les développements et j'ai livré les développements voilà, qui du coup, eux, étaient open source. Autant certains développements peuvent être propriétaires, autant là, le WIP a fait le choix de faire des développements open source. Et de toute façon, vu ce qu'ils demandaient, c'était plus logique puisque ça leur évitait de payer la maintenance. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ceux qui demandent des développements propriétaires, derrière, c'est eux qui sont responsables de la maintenance, évidemment. Donc, c'est des coûts sur le long terme. Alors que quand vous faites un développement qui est open source, on va dire la maintenance de l'application se fait avec le reste des fonctionnalités. Et donc, dans ce cas-là, le coût s'arrête au coût du projet. Et sur n'importe quel projet informatique, de manière générale, je ne pense pas me tromper en disant que le coût le plus important, ce n'est pas celui du développement initial, souvent c'est celui de la maintenance sur le long terme. Ok, nickel. Il y avait des questions, j'ai vu passer des questions dans le chat sur tout le côté aide, support, alors pas personnalisé, mais en gros aide communauté. Je crois que Simon a mis le lien a répondu déjà dans le chat en mettant le lien du forum. Oui, voilà, il y a un forum communautaire et l'idée c'est alors vous pourrez le voir sur d'autres types de forums communautaires, par exemple sur le forum de RP Next, ça marche très 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 bien, c'est-à-dire que au bout d'un moment, quand on a suffisamment de gens qui ont la compétence, c'est ce qu'on essaye de faire, hein, que ce soit moi ou la compagnie des tiers-lieux, etc. Et avec des journées comme aujourd'hui, c'est surtout de distribuer la compétence, en fait, de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'approprient l'outil, qui le maîtrisent. Et en fait, demain, finalement, vous verrez rapidement que toutes les questions que vous posez, elles seront déjà répondues sur le forum. Et puis que si vous posez une question, il y a quelqu'un qui pourra vous y répondre, très vite, puisque derrière, on est dans le partage, vraiment dans le partage. Alors, je sais que ce qui est bien dans le milieu des tiers-lieux, c'est que c'est une approche qui est beaucoup plus ancrée. Mais en France, on a beaucoup de mal avec ce mode de fonctionnement. C'est un mode de fonctionnement qui fonctionne très, très bien dans d'autres pays. Et je parle notamment, par exemple, dans les pays d'Asie ou même aux États-Unis, ils ont ce mode de fonctionnement qui est assez ancré chez eux, ou en Allemagne, même à côté de chez nous, où ils vont avoir tendance, comme ils ont l'habitude de l'open source, ils ont l'habitude de participer, en fait, d'être contributeurs. Et contributeur, ça ne veut pas dire être développeur, ça veut pas dire, voilà, ça peut être apporter des idées, mais surtout, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est deux choses. On a besoin de contributeurs sur le forum, donc de gens qui peuvent aider les autres à utiliser le logiciel. Et puis, on a besoin de contributeurs sur la documentation. Et donc ça, on pourra en revenir après, puisque ça, c'est quelque chose qui est très, très, très lourd à créer, et surtout sur un logiciel aussi complexe et vaste en termes de périmètre que Docos. Et donc voilà, si demain on a suffisamment de gens qui ont cette compétence, eh bien peut-être qu'on pourra avoir également de l'aide pour ces deux aspects-là. Et là, ce serait super parce que du coup, on pourra avoir beaucoup plus d'utilisateurs de Docos en France. En d'autres termes, la question, elle est vite répondue sur le forum. Enfin, une référence à 2 balles. Qu'est-ce que j'ai vu passer Ah tiens, j'ai une question de moi encore. Enfin, si j'ai vu passer un truc sur ERP Next, est-ce que tout ce qui est documentation de ERP Next, est-ce que tu recommandes un peu d'aller voir ça aussi, ou est-ce que Docos c'est un peu trop éloigné? Alors non, complètement. Je recommande complètement la documentation de ERP Next. Il faut voir Docos comme un ERP Next plus. Voilà. Il y a très peu de choses qu'il n'y a pas dans ERP Next. Pour simplifier les choses qu'il n'y a pas dans Docos, par rapport à ERP Next, c'est les modules
comment dire, enfin, il y avait un module associatif, mais qui n'était pas terminé, donc je ne l'ai pas repris parce qu'il n'avait pas de sens pour nous. On a un module d'hospitalité qui est pareil, qui n'est pas terminé. On a un module d'agriculture et on a un module de médical. Et donc, ces 4 modules-là, ils n'existent pas dans Docos, mais à part ça, en fait, tout le reste, et pour une raison simple, hein, c'est simplement pour simplifier la maintenance, parce que sinon, c'est devenu trop gros à gérer et il fallait faire des choix. Après, sur tout le reste, on a 99% des fonctionnalités de RPNext qui sont dans Docos et des fonctionnalités en plus. Donc, la documentation de RPNext, elle va vous amener jusqu'à un certain point. Et puis après, éventuellement, vous trouverez face aux choses qui sont spécifiques à Docos. Et celles-ci, j'essaye de faire un travail de documentation. J'espère que là, dans les semaines, dans les mois qui viennent, ça va s'améliorer. On a un site de documentation. J'essaye de le faire en français et en anglais parce qu'on a également des utilisateurs anglophones. Je vous mets ça dans le chat. Voilà, vous pouvez aller voir dessus. Aujourd'hui, il est très pauvre et l'idée, c'est de faire en sorte que demain, il soit beaucoup plus fourni avec plein de cas d'usage, notamment, qui facilitent les choses. Sachant que la documentation de RPNext, par contre, elle est uniquement en anglais. Et donc, c'était aussi une limitation, je sais, pour beaucoup de personnes en France. Voilà, que la documentation soit en anglais, surtout sur des termes techniques de gestion d'entreprise, de comptabilité, etc. Ça peut poser un certain nombre de problèmes. D'où l'effort d'essayer de recréer une documentation en français. Voilà. Tiens, j'ai une question. Donc, Simon a mis le lien du forum RPNext. Peut-être, Simon, je ne sais pas si tu as est-ce qu'il y a tu peux mettre le lien de la documentation RPNext aussi sur le chat, si possible. Et tiens, est-ce que tu sais, toi, Charles-Henri, s'il y a la documentation en français, RPNext, ou c'est que anglais? Non, voilà, il n'y a pas de documentation en français sur RPNext, c'est que en anglais. La seule documentation en français que vous allez trouver, c'est la documentation de Docos. C'est d'où Okay. la taille énorme du travail à faire sur Docos pour avoir une documentation complète. Après, je ne dis pas qu'on a besoin d'une documentation complète, mais déjà y arriver jusqu'à un certain point, ce serait super. Cool. Je mets la question de côté. Tiens, on va changer, on va parler un peu d'autre chose. Question de Léa de Creative Vintage. Est-ce qu'il y a un module gouvernance ou un organigramme? Alors, il n'y a pas d'organigramme à ma connaissance. Enfin, il y a un organigramme des sociétés. Ça, oui, si vous créez vos sociétés à l'intérieur. Après, je pense que là, on parle des personnes à l'intérieur de la société. Non, mais par contre, c'est quelque chose, d'une, que je pourrais rajouter effectivement sur la roadmap. Ça peut être intéressant. Et quelque chose que vous pourriez également, par exemple, créer vous-même via des documents personnalisés. Ok, alors, il y a une question de François sur créer la boutique en ligne. Alors, c'est question pour interrogation. Est-ce que configurer le back-end de Docos pour une boutique en ligne, est-ce que c'est à la portée de quelqu'un qui n'y connaît absolument rien en programmation? Pour l'interrogation. Alors oui, ça ne nécessite pas de connaissances de programmation pour configurer, ça nécessite des connaissances de compréhension du fonctionnement du système et de là où il faut aller pour configurer les différents éléments. Donc voilà, l'idée c'est justement pour vous donner aussi un petit aperçu du fonctionnement aussi de RPNext sur lesquels est basé Docos. Ils ont été pendant quasiment 10 ans moins de 10 personnes au sein de la société Frappé Technologies. Comme c'est open source, très difficile de faire grossir la société. Ils vendaient ça à un prix relativement dérisoire. Et donc, ils ont axé toute leur approche sur on n'a pas les ressources pour accompagner les gens à utiliser notre logiciel, donc il faut qu'ils puissent se débrouiller eux-mêmes. Et donc, le logiciel, même s'il a un certain degré de difficulté, ça je ne vous le cacherai pas, par rapport à d'autres logiciels de ce type-là, de type ERP, il est très facile à configurer. Voilà. Donc, c'est vraiment pour moi aujourd'hui une question de connaissance et donc c'est pour ça qu'on passe ces 2 jours-là ensemble. Après, ce serait d'avoir un forum qui soit vivant, où là, on pourrait expliquer comment faire, et puis finalement, chacun pourrait trouver un petit peu les réponses aux questions qui se posent. Et puis, dans un temps plus long, effectivement, une documentation qui soit parfaite et qui permette de prévoir un certain nombre de cas d'usage et d'expliquer comment faire pour configurer telle ou telle chose. Cool, nickel. Il y a aussi une question toujours de François.
Comment ça se passe justement pour la configuration? Est-ce que tu peux dire un mot sur, voilà, est-ce qu'on peut t'engager toi? C'est la question, pour mettre en place l'outil de A à Z, ou trouver un prestataire? Est-ce que tu peux aiguiller François et la communauté? Oui, complètement. Alors, évidemment, vous pouvez m'engager moi. Après, bon, moi, j'ai un temps qui est limité, donc je ne pourrais pas voilà, répondre à tout le monde en même temps. Et c'est pour ça qu'on est en train aussi de mettre en place une équipe d'OCOS, notamment Hauts-de-France, et donc dans laquelle vous allez avoir, il y a Antoine, il y a Claire-Marie, il y a Patricia, il y a Simon, et qui, eux, vont avoir effectivement aussi vocation à vous accompagner sur la mise en place, sur le paramétrage, mais déjà l'évaluation de vos besoins, voilà, la définition du paramètre de déploiement, et puis ensuite, voilà, vous montrer comment ça fonctionne et vous accompagner sur ce déploiement. Donc oui, et l'idée, c'est que, toujours pareil, moi, je continue à essayer de chercher des gens en France qui seraient intéressés par ce genre de métier, en fait, parce que c'est un métier, pour accompagner, que ce soit des lieux, mais même des PME, au déploiement de cet outil. Parce que c'est vrai que c'est un outil qu'on peut déployer seul, mais c'est pas forcément toujours... si on veut le déployer seul, ça demande beaucoup de temps, et on n'a pas forcément ce temps-là. Donc après, c'est un choix à faire. Soit on paye un prestataire qui va nous faire gagner beaucoup de temps, mais c'est un coût, soit on passe le temps pour apprendre, monter en compétences et se débrouiller soi-même. Mais dans tout le cas, ça rejoint à la question qu'il y avait au-dessus, c'est-à-dire que, par contre, j'insiste bien, il n'y a pas besoin de connaissances en programmation pour déployer ce logiciel. Cool. Et en général, si je comprends, en fait, quelqu'un vient, se déplace dans le tiers-lieu, enfin, ou à distance en ce moment, pour configurer avec le facilitateur ou c'est ça? Oui, bah alors après, voilà, ça peut être fait soit en présentiel, soit en distanciel. Pour vous donner une idée, parce que souvent on veut quelque chose de concret, il y a 2 semaines, j'étais à Rodez, il y a 3 semaines, j'étais à Rodez, chez Station A, et on a passé 2 journées complètes sur le déploiement de Docos. Donc eux, ils avaient déjà commencé à l'utiliser depuis quelques semaines tout seuls, mais ils n'étaient pas très certains de leur utilisation. Et en fait, je les ai accompagnés sur la définition de leur configuration. Vraiment, voilà, c'est comprendre comment fonctionne le logiciel pour bien le configurer. Également aussi remettre un petit peu à plat leur mode de fonctionnement, parce que en fait, l'utilisation d'un outil comme celui-ci, ça implique de repenser son usage, ou en tout cas de le penser de manière très claire, de mettre vraiment sur le papier son mode de fonctionnement, ses tarifications, les différentes prestations qu'on va vendre, etc. Et parce que derrière, en fait, le logiciel, lui, ne fait que reprendre finalement ce que vous faites manuellement, hein, quelque part, ce que vous pourriez faire sur du papier. Simplement, il le reprend de manière très structurée, parce que parfois sur papier, on n'a pas. Et donc, c'est là-dessus qu'on vous accompagne. Et puis après, la deuxième étape, c'est vous, en fait, faire des cas concrets, c'est-à-dire faire le paramétrage avec vous, et puis tout de suite l'utiliser avec vous pour que ça serve de formation, en fait. Ce qu'on va faire d'ailleurs pendant ces 2 jours-là, c'est-à-dire qu'on utilise le logiciel, on commence à faire des documents dedans, etc. Et c'est en les faisant que vous comprenez comment ça fonctionne, et pas en faisant un cours magistral de 2 heures voilà, qui vous fait une démonstration avec des choses qui ne correspondent pas forcément à vos besoins. Ouais, je complète, un peu de retour d'expérience personnelle, vu que je me suis mis à Docos il n'y a pas longtemps. C'est quand même assez intuitif, je trouve, et très, comme tu disais tout à l'heure, quand tu fais un formulaire, tout se ressemble beaucoup. Donc je trouve qu'on prend assez vite en main. C'est juste un peu intimidant au début, mais personnellement, je trouve ça assez intuitif, et je pense que ça se passe assez bien, même sans programmation, etc. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur quand même de s'y mettre, à mon avis. Ouais, effectivement, je pense que c'est ça. Au début, ça peut toujours, mais n'importe quel logiciel de gestion, hein, je pense que quand vous entendez parler des projets de ERP, du SAP, du Sage, etc., dans n'importe quelle entreprise, pour ceux qu'on a entendu parler, c'est toujours accompagné de cris et de pleurs. Et voilà. Effectivement, sur le principe, on est un peu sur ce même genre d'outils. On a beaucoup retravaillé l'interface, que ce soit l'équipe Frappé et puis moi de mon côté, pour essayer de la simplifier et la rendre un petit peu plus agréable. Et d'ailleurs, je ne vous cache pas que depuis que j'ai sorti la version 2, je suis submergé d'appels et de demandes d'utilisateurs qui utilisaient déjà Docos, mais qui du coup se sont mis à l'utiliser beaucoup plus parce que c'est devenu beaucoup plus intuitif et beaucoup plus facile. Donc, voilà, j'espère que vous aurez le même ressenti. Et sinon, de toute façon, il y a toujours des axes d'amélioration, donc n'hésitez pas à faire des remontées. Mais ça nécessite juste de plonger dedans. Souvent, moi, je recommande de commencer par une petite partie, de dire, par exemple, je vais faire quelque chose avec laquelle je suis très à l'aise.
le flux de vente. Je vais faire mes devis, mes factures. Voilà, je commence par ça. De toute façon, je faisais déjà ça dans mon ancien logiciel où je le faisais à la main. Au moins, je commence par quelque chose que je maîtrise. Et puis, une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, derrière, en fait, vous allez voir que c'est relativement exponentiel. C'est-à-dire que comme tout se ressemble, vous allez beaucoup plus facilement passer sur les réservations, vous allez beaucoup plus facilement passer sur la comptabilité pour ceux qui font la comptabilité ou sur les achats. Voilà. Généralement, on va fonctionner plutôt par étapes. Par contre, ceux qui se disent il faut que demain je démarre et que j'ai tout qui fonctionne, tous les flux, etc., autant vous dire que c'est possible, mais c'est juste que là, il va falloir un investissement initial assez conséquent. Généralement, voilà, dans les boîtes où ils font ça, c'est plusieurs personnes à temps plein pendant plusieurs mois pour s'assurer que le jour où on veut démarrer, ça marche bien. Et ça, souvent, en fait, dans les approches pour les PME ou les tiers-lieux, voilà, c'est pas forcément le plus recommandé. La question qui peut se poser éventuellement, c'est si vous avez un existant que vous voulez reprendre, en fait. Et là, dans ce cas-là, on mettra en place une petite stratégie de démarrage qui reprend l'existant et qui permet de démarrer avec au moins les mêmes fonctionnalités que ce que vous aviez dans le logiciel précédent. Nickel. Tiens, on va parler un peu RH. Question de Léa de Creative Vintage. Ah non, j'ai posé celle-là. Pardon. Mélissa de la coopérative tiers-lieu / usine à tout le monde. Quid de la gestion sociale, entre parenthèses, congés, notes de frais, etc. Ouais, très bonne question. Alors oui, on a un module RH dans Docos qui permet de gérer les congés. D'ailleurs, dans la version 2, la nouveauté, c'est que justement, on a le calcul des congés selon les règles françaises pour les semaines de 5 et les semaines de 6 jours. On pourrait rajouter aussi, alors il n'y a pas, je sais qu'il y a 10 000 conventions collectives et donc avec 10 000 cas différents, on ne les a pas tous, mais ça c'est pareil, j'ai fait en sorte que ce soit facile d'implémenter des modalités de calcul supplémentaires. Donc après, il faudrait voir au cas par cas, mais en tout cas, sur les cas on va dire classiques de gestion de congés, on les a. Les notes de frais, c'est effectivement quelque chose qui existe et qui est intégré dans Docos, et donc vous pouvez enregistrer vos notes de frais dans Docos, il n'y a aucun souci pour ça. La seule chose sur laquelle on aura une limitation, c'est sur la paye. Je pense que ce ne sera pas le sujet pour beaucoup de monde, mais pour ceux qui éventuellement se posaient la question de faire leur paye dans Docos, aujourd'hui, si techniquement c'est possible, je ne l'ai jamais mis en place chez personne et je ne le recommanderais pas. L'option que j'envisage le plus aujourd'hui pour la paye, vu la complexité et le risque, surtout le risque juridique de se tromper sur la paye, ce serait d'intégrer avec une plateforme comme par exemple Payfit, qui est propriétaire mais qui propose un super outil de gestion de la paye. Mais si vous aviez d'autres idées, évidemment, tout ça, voilà, c'est pas un sujet chaud, hein, je veux dire, c'est un sujet pour plus tard. On pourrait en discuter et ce serait intéressant de trouver une solution qui corresponde au plus grand nombre et qui puisse connecter le logiciel de paye pour au moins avoir les retours comptables dans Docos, puisque aujourd'hui, pareil, pour ceux qui s'intéressent de faire leur comptabilité, généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils enregistrent une fois par mois les écritures comptables de paye dans Docos, dans une écriture de journal, on appelle ça une opération diverse, pour avoir au moins les charges correspondantes qui rentrent dans le compte de résultats, pour avoir une vision très spécifique en fait, et très détaillée de leurs charges. Alors, il y a une question de Jean-François de Hacklab qui a posé la question à 1 million d'euros. Existe-t-il des projets qui intègrent ERP Next Docos à des systèmes de type badges? Et je me dis que tu te reposes un peu, Charles-Henri, et pour varier les interventions, est-ce que Simon, tu veux peut-être en toucher un mot, parce que j'ai l'impression que c'est un peu ton projet. Je ne sais pas si tu veux prendre la parole. Non, justement, je ne vais pas répondre sur le chat parce que je n'ai pas toutes les. Je pense que Charles-Henri sera mieux répondre sur la question des badges. C'est un problème qu'on a dans plusieurs. Enfin, c'est une question qu'on se pose depuis un petit moment avec Charles-Henri. Simon, c'est très distordu. Je ne sais pas si c'est. Peut-être enlève la. Je sais pas si tu as la vidéo, peut-être enlève ou. Ouais. Du coup, je vais laisser Charles-Henri répondre parce que finalement, il est plus au courant que moi sur la question de la badges. Désolé, Charles-Henri, tu repars. Ouais, pas de souci. Oui, alors la badge, c'est effectivement la question à 1 million d'euros du moment. C'est un sujet qui tient à cœur effectivement à Simon depuis que la première fois qu'il m'a appelé pour parler de ERP Next, on parle de la badge. Aujourd'hui, on s'en rapproche vraiment. On n'a pas encore de choses
qui est concrètement en route. Je vais vous donner l'état des lieux actuel. Aujourd'hui, en fait, je viens de déployer la partie gestion de tickets qui était nécessaire pour ensuite pouvoir gérer en fait des tickets qui pourront ensuite être déduits en fonction des connexions, des entrées et des sorties sur le tiers-lieu. Et j'ai fait en sorte que cet outil il soit suffisamment flexible pour pouvoir être adapté demain avec une logueuse de badgeuse, donc avec un journal en fait des entrées et des sorties qui pourraient être renvoyées par une badgeuse via une API. Les options que j'ai aujourd'hui, c'est il y a eu le travail qui a été fait par des étudiants auprès de la compagnie des tiers-lieux pour faire un prototype de badgeuse sur Raspberry Pi qui pourrait éventuellement renvoyer des logs qu'on pourrait utiliser pour ensuite faire des déductions de tickets. Donc ça, c'est le premier projet. La deuxième chose qui est un petit peu plus avancée, même si j'attends là un retour de la personne en question, mais c'est qu'il y a une société qui s'appelle Lina.lighting, je vais vous envoyer le nom, qui est en cours de création, je crois qu'ils sont basés à Saclay, et je ne vais pas me tromper sur le nom, je vais juste vérifier. Et en fait, eux, ils sont en train de développer une solution de gestion de badge, en fait, qui fonctionnerait avec comme objectif de la proposer pour les tiers-lieux. Donc, ce serait une solution propriétaire. Mais par contre, je l'ai eu plusieurs fois au téléphone au cours des derniers mois et ils sont en train, normalement, ils doivent nous proposer une API de connexion pour la fin de l'année. Alors, je ne sais pas si avec les confinements, ils ont pris du retard. Il faut à tout prix que je le contacte là cette semaine pour savoir où ça en est. Et ça nous permettrait effectivement d'avoir une solution clé en main à proposer où vous achetez finalement les mécanismes qu'il vous faut auprès de cette société. Et puis, et nous, on aurait l'intégration avec Docos qui permet de faire les réservations, de dégénérer automatiquement les jetons en fait, d'accès aux salles, etc. Et puis, mais bon, ça, c'est une possibilité. Et puis après, évidemment, il y a toujours la possibilité de s'intégrer avec d'autres types de badgeuses. Et donc, tu dis, Jean-François, que tu as un prototype de badgeuse chez vous. Ouais. Évidemment, ça pourrait être hyper intéressant si vous avez une API qu'on peut intégrer. Moi, je suis demandeur. Voilà. Aujourd'hui, moi, j'étais plus pour faire l'inverse, en fait. C'est-à-dire que nous, en fait, on a une badgeuse qu'on utilise dans un de nos Fab Labs depuis 2 ans maintenant. Parce qu'en fait, on a des besoins de tracer en fait, les gens qui viennent au Fab Lab parce qu'on n'est pas habilité. En fait, le lieu n'est pas habilité à recevoir du public et donc pour des questions d'assurance, il faut qu'on sache quand les adhérents viennent, quand est-ce qu'ils sont venus, quand est-ce qu'ils sont partis, une traçabilité là-dessus. Et actuellement, en fait, on a une badgeuse qui est à base de fichiers. En fait, on a le fichier des adhérents qu'on exporte une fois de temps en temps et on l'alimente avec ça. L'un des points qu'on voudrait aussi adresser avec Docos, c'est qu'on voudrait en fait la connecter via l'API de Docos pour avoir directement en fait la liste des adhérents à jour avec ce qu'il y a de configuré dans le logiciel. Ça, je peux me renseigner, c'est pas moi qui bosse dessus, je sais que c'est un autre adhérent de l'association qui travaille dessus et il faut voir en fait ce qu'on pourrait faire pour. Mais c'est une badgeuse que vous avez créée en interne ou c'est Ouais, c'est un Raspberry Pi. C'est pareil, c'est sur un Raspberry Pi avec un écran dessus et en gros, il y a un site web Python qui tourne et une petite interface rapide pour cliquer. Voilà, je suis telle personne, je suis arrivé à telle heure. Et voilà. Bah ça, ce qui serait super, c'est qu'effectivement, qu'on soit capable de sortir les specs pour que d'autres tiers-lieux puissent faire la même chose. Et puis, par contre, après, faire l'intégration avec Docos, ça sera vraiment pas... Ça m'inquiète pas du tout. Hein, c'est vraiment pas très, très lourd. Hein. Donc, oui, on peut en discuter effectivement après ces rendez-vous-là. Parce que, voilà, je pense que là, je vais parler peut-être au nom de Simon des autres, mais ce qui serait hyper intéressant, ce serait d'avoir une solution, en fait, des spécifications qui soient open source, qui permettent à n'importe quel tiers-lieu de construire finalement le même petit module, ou pour ceux qui ne pourraient pas le construire eux-mêmes, ou qui permettent de le commander à éventuellement un industriel ou un autre Fab Lab avec des makers qui pourraient le faire, et du coup, on ait une solution voilà, qui puisse être
être partagée entre les différents lieux et que cette solution, nativement, en fait, elle s'intègre avec Docos. Mais ça, ce ne serait pas le problème majeur, je pense. Aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est de trouver la solution de badgeuse qui soit suffisamment robuste et puis qui réponde à suffisamment de besoins pour qu'elle puisse être utilisée dans les tiers-lieux et idéalement qu'elle soit open source. Et puis les clés aussi, c'est ça qui est intéressant. Il faut se renseigner avec justement le projet que tu as mis, Lina Lighting. C'est qu'effectivement, nous, on travaille avec des badges RFID. Donc c'est pareil, c'est tout le probléme aussi, c'est de trouver les badges pour les personnes, pour les machines aussi, parce que pareil, on voudrait faire de la réservation de machines et donc du coup du suivi d'utilisation de temps machine avec des badges. Et ça, c'est tout un truc qu'il faut réfléchir en fait. Ouais, complètement. Quelle technologie, etc. C'est vrai que le gros avantage de Lina.Lightning, et si d'autres étaient capables de faire la même chose en open source, ce serait super, c'est qu'en fait, c'est directement sur le téléphone. Donc, tu télécharges juste une application et ça te donne un jeton sur ton téléphone. Et donc, il n'y a pas besoin de badge tu vois, à fournir à l'utilisateur. Alors après, pour ceux qui n'ont pas de téléphone, ils vendent également des badges. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, quasiment tout le monde a un smartphone. En tout cas, beaucoup de gens ont un smartphone. Et donc, du coup, ils peuvent avoir le jeton sur leur smartphone et leur smartphone ouvrir la salle ou démarrer la machine. Voilà. Mais c'est une vraie réflexion et je pense que c'est un sujet qu'il faut qu'on arrive à résoudre très vite parce que ça concerne beaucoup de lieux. Voilà, donc écoute, on en rediscute et puis peut-être avec Simon après ça, voir si vous avez de la documentation, si vous avez quelque chose qu'on puisse partager et qu'on puisse éventuellement mettre d'autres personnes qui sont compétentes sur le sujet, voilà, travailler dessus. Je pense que dans les tiers-lieux, c'est le gros avantage, c'est qu'on a beaucoup quand même de travailleurs indépendants, on a beaucoup de travailleurs qui sont, comment dire, dans l'informatique ou qui travaillent voilà, sur de l'embarqué, etc. Et donc, on peut trouver des compétences de gens qui peuvent consacrer un petit peu de temps à améliorer un dispositif qui a déjà été conçu, quoi. Je peux me permettre une petite intervention par rapport à ce développement là sur les badges. Effectivement, je pense que c'est une demande assez récurrente des tiers-lieux. C'est peut-être le genre de projet qu'on peut financer avec l'AMI tiers-lieu qu'on a obtenu avec un autre groupement. Potentiellement, je pense que ça peut tout à fait rentrer là-dessus. C'est typiquement un développement qui sert à plusieurs lieux et je trouve que ça peut être assez cohérent. Voilà, je ne m'engage pas au nom des gens du groupement, mais je le note en tout cas sur ce dossier-là. Voilà. Ok, bah super, merci Claire-Marie. Effectivement, c'est un peu le lien avec cette discussion et le thème de la rencontre. Jean-François et Simon d'ailleurs a mis un lien vers Movilab, qui est le wiki des tiers-lieux. Ça peut être pas mal, Jean-François, pour la personne qui s'occupe de ça, d'aller voir l'article. Je crois qu'il y a déjà quelques projets de badgeuses et de contribuer ou d'ajouter carrément votre truc. Voilà. Et pour Movilab, tiens, il y a un atelier, c'est quand l'atelier Movilab? De présentation à midi par Benoît. Donc n'hésitez pas. Oui, d'ailleurs, en parlant de présentation d'atelier, s'il y en a qui veulent aller au cahier d'activité des tiers-lieux, c'est maintenant. Voilà, nous, on peut rester ici pour continuer les questions, mais si jamais il y en a qui étaient intéressés, je vois sur le programme que c'est à 11h30 dans le canal spécifique. Bah, de l'autre côté, je crois qu'on a... J'ai l'impression qu'on a répondu à la plupart des questions. Il y avait une question plutôt organisationnelle. Du coup, quelqu'un a demandé pour le programme les horaires Docos. Alors, je vais vous mettre un lien vers le programme, ça fait jamais de mal. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à 15h, il y a le canal Docos. Est-ce qu'il y a ça doit être le même que celui-ci? Je ne sais pas si tu sais, Charles-Henri. Bon. Je crois que c'est le même que celui-ci, oui, tout à fait. D'accord. Voilà, et en fait, il y aura 3 salles. Donc, en parallèle, donc une salle pour animée par Claire-Marie. C'est toi, Claire-Marie, qui fait ça pour voir si qualification du besoin. Ah non, bon, je sais plus. J'ai plus là. Bref, une salle qualification du besoin, pour voir si Docos c'est un peu fait pour vous, et ce que vous avez envie de faire, etc. Deuxième salle de prise en main,
donc par moi-même. Donc on va un peu en gros s'amuser, cliquer sur des boutons et configurer gentiment. Et salle 3, approfondissement avec Charles-Henri, où je crois où là vous allez faire des trucs de fou, des automatisations. Je sais pas ce que tu as prévu, mais bref. Bah, j'ai prévu, moi j'ai prévu vraiment en fonction des besoins de chacun, donc on prendra 5 minutes au début pour voir qui veut aller où en fonction de ses besoins et en fonction de l'avancement du projet. Juste avant cet après-midi, ce qui peut être intéressant, alors j'avais envoyé un mail, je ne sais pas si tout le monde l'avait reçu, pour vous proposer, donc ceux qui n'ont pas de site Docos, alors je sais pas, je me pose la question, soit cet après-midi on travaille sur le site de démo, parce que voilà, c'est peut-être plus pertinent pour certains d'entre vous, soit vous voulez commencer à faire l'implémentation. Ce qu'on fera, c'est que dans ce cas-là, vous ne partagerez pas forcément vos écrans si vous voulez que ce soit confidentiel, puisque tout ce qu'on fait entre nous est public, donc d'où le fait que si on veut faire des choses qui doivent être partagées, on les fera plutôt sur la démo. Mais si vous avez besoin de démarrer votre implémentation, que vous voulez le faire par exemple en parallèle de ce qu'on fait sur la démo, puisque finalement on peut faire la même chose, c'est juste les noms des documents qui peuvent changer, à ce moment-là, et que vous n'avez pas encore de site Docos, allez sur docos.io et créez-vous un site vous cliquez de démarrer une démo et vous créez un site. Comme ça, moi, je le passerai sur la version 2 d'ici cet après-midi pour que vous ayez votre propre site. Et c'est des sites, j'ai étendu les durées de la démo jusqu'au 31 décembre. Donc, comme ça, vous pouvez tester dessus. Alors, on n'en a pas parlé de l'hébergement, hein, mais on est vraiment dans l'esprit open source. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes inscrit sur le cloud de Docos que demain, vous ne pouvez pas dire je voudrais plutôt passer en auto-hébergement parce qu'au sein de mon tiers-lieu, j'ai un administrateur système qui sait faire ça. Et donc, ça nous coûtera moins cher et on sera plus autonome. À ce moment-là, il n'y a pas de souci. Vous pourrez toujours récupérer vos données dans Docos depuis l'interface utilisateur. Je vous montrerai où tout à l'heure. Vous pouvez tout récupérer et vous pouvez les réintégrer, les réinstaller immédiatement dans le site que vous avez installé sur votre propre serveur. Donc, ce qui ne vous empêche pas, du coup, en vous créant une démo, et vous pouvez la garder jusqu'au 31 décembre, de faire des tests, de faire des modifications, etc. Et puis, si vous vous dites, j'aimerais bien récupérer tout ce que j'ai fait et l'installer chez moi, à ce moment-là, vous le téléchargez, vous le mettez sur votre site, sur votre serveur, et vous pourrez continuer en autonomie. Voilà. Ok, merci. Pour la partie prise en main, effectivement, moi, je comptais vous faire configurer des trucs très basiques. Donc, ça peut être utile d'avoir le site créé. Mais sinon, moi, je serai sur la démo. Donc, je vous montrerai un peu les trucs en parallèle. Donc, si pour ceux qui veulent vraiment une petite initiative sans chercher à garder ce qu'ils ont fait, je pense que la démo fonctionnera très bien. Comme ça, on pourra vérifier ce que Charles-Henri a dit et que plusieurs utilisateurs pourront s'amuser en même temps. Et voilà, donc les deux options sont possibles, on va dire. Ça dépend un peu de si vous voulez vraiment vous lancer. Mais l'idée quand même, si vous êtes vraiment motivé, l'idée de l'atelier des ressources et vous, c'est vraiment de faire les choses, de se lancer. Et donc, allez-y, créez-vous une démo et tout ça. Oui, ce sera mieux. Surtout que je pense que ce qu'on va faire, c'est que peu importe les ateliers, on va vous dire, on va démarrer une configuration, donc on va faire telle étape. Et même si on le fait dans la démo, que vous le fassiez vous de votre côté sur votre site en parallèle, c'est là où vous allez apprendre, en fait. C'est là où vous allez vraiment prendre l'outil en main. Donc, je vous conseille vraiment de créer votre propre site, vous serez plus autonome. Ok, alors, merci Mélissa, qui t'envoie l'activité des tiers-lieux. On t'envoie un mail à la question de Magali. Est-ce qu'on t'envoie un mail pour que je puisse le passer en V2 ? Ceux qui créent leur site là, parce que j'ai passé tous ceux qui avaient été créés jusqu'à aujourd'hui, je les ai déjà passés en V2. Ceux qui créent leur site là maintenant, je veux bien qu'ils m'envoient un email pour que je sois sûr des sites à passer en fait. Parce qu'il y a d'autres personnes qui s'inscrivent alors il n'y en a pas non plus toutes les minutes, je vous rassure, mais il y a d'autres personnes qui s'inscrivent sur la démo de temps en temps. Et donc, eux, je ne vais pas les passer sur la V2, je voudrais passer juste les gens qui participent à cet atelier. Ok. Donc sur les horaires, je rappelle, c'est 15h. Voilà, 15h pour le début des ateliers. À quelle heure pour la création ? Voilà, 15h.
Bonjour, rebonjour, c'est Damien qui parle. Le 15h, c'est pour avec Charles-Henri, c'est ça? Avec toi, Charles-Henri? Moi, je serai là dans tous les ateliers, mais en fait, on va faire 3 salles. Donc, à 15h, ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer les ateliers. On va en fait faire des groupes en fonction des niveaux. Puisque ici, on a des personnes qui maîtrisent déjà Docos, on a des personnes qui découvrent complètement Docos et d'autres qui sont un petit peu au stade intermédiaire où ils veulent aller un petit peu plus loin, approfondir un petit peu, mais ils ne se sentent pas forcément très, très expérimentés avec le logiciel. Donc, on va essayer de faire ça à 15h pile. Et puis, en fonction des groupes qu'on aura, voilà, on fera les trois différentes salles. Et pour la salle qualification du besoin, ça, ce sera avec Claire-Marie et Patricia. Si en fait on s'aperçoit rapidement que le vote de besoin il est facilement qualifiable et qu'on peut passer à la salle d'après, vous passerez dans la salle prise en main. Et moi, j'essaierai de jongler en fait entre la salle approfondissement où probablement j'aiderai ceux qui veulent aller plus loin. Je les accompagnerai en fait en leur expliquant ce qu'il faut faire, etc. Mais c'est eux qui vont beaucoup travailler. Et donc, entre-temps, je ferai des allers-retours avec la salle prise en main si jamais il y avait des questions spécifiques. Mais de toute façon, vous aurez Antoine qui sera là dans la salle prise en main pour vous aider. Donc, voilà. L'idée, c'est qu'on travaille vraiment à tous ensemble, mais qu'on essaye juste de permettre à ceux qui veulent, en fonction de leur niveau, en fait, à ceux qui veulent aller vraiment plus loin, de ne pas être bloqués sur des configurations de base qu'ils ont déjà fait par le passé, quoi. Alors, on n'est pas nombreux et je me permets du coup de poser une question plus pour moi, mais je serais intéressé éventuellement à 15h donc de rejoindre le groupe prise en main pour un premier niveau d'expérience et de découverte. Du coup, Charles-Henri, je t'envoie mon adresse mail sur le chat là. Enfin, c'est fait d'ailleurs, je viens de cliquer. Et je ne l'ai pas encore configuré, donc je vais, si j'ai bien compris, me créer un profil d'utilisation Docos, donc de démo. Oui, en fait, je vais t'envoyer le lien exact. Tu vas sur docos.io et puis je vais t'envoyer tout de suite le lien, comme ça, ce sera… Voilà. Dans le chat ou par mail? Ouais, dans le chat. Voilà. Okay. Donc, voilà, il suffit de remplir ce petit questionnaire qui permet en fait automatiquement de lancer un site. D'accord. Voilà. Sauf que ce site, comme la version 2 n'est pas encore officiellement sortie, ce site, il est encore en version 1. Et donc, ce que je vais faire, c'est qu'avant que vous l'utilisiez, je vais le basculer en version 2. Et comme ça, cet après-midi, on sera tous sur la même version. Et donc, avant le 31 décembre prochain, on aura la possibilité de basculer en hébergement définitif la configuration qu'on aura expérimentée cet après-midi. Exactement. Voilà, c'est tout à fait ça. OK. Très bien, merci. A priori, je serai là cet après-midi. S'il y avait besoin de communiquer directement, vu que où est-ce que je retrouve le lien d'ailleurs de cet après-midi 15h? Alors, je vais te l'envoyer. Je vais le mettre dans le chat pour ceux qui ne l'ont pas. Sinon, il est à l'intérieur en fait du document qui a été partagé par Antoine un petit peu au-dessus. Voilà, dans le document PDF. Et sinon, je vous ai mis le lien. Ah oui, pardon, j'ai pas vu tous les liens. Merci. Voilà, qui est en bas. Donc, il suffit de se connecter à ce lien-là. Et puis après, derrière, on aura différentes salles. Si jamais vous êtes coincé en salle d'attente parce qu'on ne vous a pas vu ou autre, n'hésitez pas, dans ce cas-là, à nous envoyer un email ou… voilà, moi je vous mets mon adresse mail. Après, je n'irai pas voir mes emails toutes les 2 secondes puisque je serai là. Donc voilà, ne comptez pas non plus là-dessus pour essayer d'être débloqué. Mais si jamais vous voyez que vous êtes vraiment coincé, envoyez-moi un email ou essayez de contacter Antoine, voilà, pour qu'on vous accepte à l'intérieur d'un des ateliers. Parce qu'une fois que ça a démarré, vous voyez, il faut accepter manuellement les gens qui sont en salle d'attente. Et donc parfois, ce n'est pas forcément évident quand on partage l'écran voilà, de voir ça en parallèle. Ouais, et je précise, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, le lien, en fait, c'est un PDF cliquable. Vous avez juste à cliquer sur le nom de l'atelier. Ça vous amène directement sur le canal. Pour ça. Pardon? Merci beaucoup pour tout ça. De rien. De rien. Très bien. Okay. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on aille rejoindre éventuellement le cahier d'activité ou Hubble pour ceux qui veulent aller à la fin de Hubble ou Movilab. Et puis, on se retrouve à 14h pour la présentation de Benoît et Antoine. Et ensuite, à 15h pour là passer vraiment sur la partie voilà, opérationnelle et voilà, être un peu plus concret, quoi.
Super. Tiens, je te mets des applaudissements virtuels. C'est pas la même chose, hein, je trouve, mais bon. Non, ça fait pas pareil, mais c'est toujours sympa quand même. Mais on prend. Cool. Voilà. Ok. Écoutez, Ouais, bah, merci à tous.